Ce soir, on va parler d'intelligence artificielle évidemment et puis de communication aussi. On va voir comment l'intelligence artificielle impacte les métiers de journaliste, de chargé de communication, de community manager avec mes invités. Puis on va aussi parler de transhumaniste. On va essayer de se projeter dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années et de voir comment ces technologies-là vont impacter notre quotidien, que ce soit au travers de la communication, mais vraiment au travers de notre vie classique au quotidien. On va parler de tout ça avec mes 4 invités que je vais vous demander d'applaudir tout de suite, s'il vous plaît. Applaudissements pour Thomas Gouritin, Colin de la Higuera, Francky Trichet et Claude Deloupi. Je crois qu'on a perdu Francky. Ah non, il est là, c'est formidable. Asseyez-vous, messieurs, prenez place dans vos petits sièges, bienvenue. Alors, il y a une question qui est une question assez classique que je pose à tout le monde qui est déjà venu au Ferrailleur. Première question pour toi, Francky, tu es un habitué des lieux. Je confirme, j'aime bien le lieu. Bonsoir à tous. Francky Trichet, premier adjoint au maire, responsable numérique et innovation dans la ville de Nantes. Tu vas nous expliquer un petit peu plus tard tout ce que tu fais dans le cadre de la ville et notamment de la Nantes Digital Week, évidemment. À côté de toi, Claude Deloupi. Bonjour Claude. Alors toi, est-ce que tu es déjà venu au Ferrailleur ? Bonjour François. Non, c'est la première fois. Donc toi, tu es le patron de Syllabs, qui est une société qui fait de l'analyse sémantique et de la rédaction automatique de texte assistée par intelligence artificielle. Est-ce que j'ai bien... Très bien. Et tu vas nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste et comment ça impacte le métier, notamment des journalistes. À côté de toi, Colin, tu es professeur à l'université de Nantes, spécialisé en machine learning, et tu apprends notamment la grammaire aux IA, c'est ça ? Oui, en très très court, c'est ça. Bonsoir le Ferrailleur. Alors, il faut parler très près de ton micro. Bonsoir le Ferrailleur, ravi d'être là. Et puis la réponse à l'autre question, c'est... Non, je ne suis pas sûr d'être venu, mais je pense que mes enfants ont laissé une addition au bar la dernière fois. Ah, très bien. Ça marche. C'est dans ta famille, ça fonctionne très bien. Et à côté de toi, Thomas. Donc toi, Thomas, tu es expert en communication numérique, notamment en chatbot conversationnel, aussi en stratégie digitale. Et puis, tu as monté depuis 2 ans un programme qui s'appelle Regard Connecté. Et notamment au travers de ce programme-là, tu as interviewé énormément de grands acteurs du monde de l'intelligence artificielle. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et toi, tu étais déjà venu au Ferrailleur, Thomas ? Pas encore. Alors, je suis presque un régional de l'étape, mais j'étais pas encore venu, malgré tous les beaux concerts que vous faites. Donc c'est un vrai plaisir d'être là. Merci. Et en tout cas, bienvenue à tous les 4 messieurs. On va commencer, on est obligé de commencer par ça. C'est un peu la question qui énerve tout le monde, mais il faut qu'on réussisse à définir un petit peu l'intelligence artificielle. Je vais te donner la parole, Colin. Est-ce que tu peux essayer, tu te lances dedans pour nous définir ce que c'est l'intelligence artificielle. Attention, 30 secondes. 30 secondes. Donc dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence et artificielle. Alors les deux, on ne comprend pas. Enfin, l'artificiel, on comprend un peu mieux, c'est les machines. Intelligence, c'est quelque chose qui est en train de bouger. C'est-à-dire que plus l'intelligence artificielle résout des problèmes, plus on change la définition de l'intelligence et donc de l'intelligence artificielle. Mais pour faire simple, ce sont des machines qui utilisent le raisonnement, qui utilisent la capacité d'apprendre pour s'améliorer, pour être différentes, pour faire des choses pour lesquelles elles n'étaient pas nécessairement conçues. Ça me semble tout à fait clair. Pourquoi c'est si difficile d'ailleurs, Thomas, peut-être de définir l'intelligence artificielle ? Ça a l'air flou finalement comme sujet. C'est compliqué, et d'autant plus, je peux en parler parce que j'ai rencontré pas mal de gens de profils très variés qui connaissent bien le sujet, aussi bien des universitaires comme Colin que des experts en tout genre. Et tout le monde a une définition un peu différente de par son expérience et son expertise aussi. Il y a intelligence, mais intelligence, est-ce que c'est la définition française ? Est-ce que c'est des définitions plus anglaises sur le côté traitement d'information finalement, qui est un peu moins l'intelligence comme nous on la conçoit, mais qui correspond mieux à ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais tout le monde s'accorde à dire, en tout cas, pour dire que c'est une vraie révolution et que ça parle qu'on a besoin de données, qu'on entraîne ces algorithmes et qu'on leur fait faire des choses en tout cas. Alors l'IA est de plus en plus présente dans notre vie au quotidien. On peut citer quelques exemples. On va parler de la communication et des réseaux sociaux bien sûr, mais évidemment dans la santé, dans les hôpitaux, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. On en voit aussi dans la guerre, dans l'armement, dans énormément de secteurs différents, dans la surveillance aussi de plus en plus, notamment au travers de la reconnaissance faciale. Évidemment, on peut citer la robotique et énormément de technologies. Et puis les véhicules autonomes qu'on voit de plus en plus arriver partout dans notre quotidien, en tout cas un petit peu. C'était le cas notamment Francky à Nantes avec cette navette autonome. Alors peut-être avant de parler de la navette autonome, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais pour la ville de Nantes et quel est ton poste exact. Donc moi je suis adjoint au maire en charge d'innovation et de numérique.
à la fois à la ville et à la métropole. Et l'idée, c'est vraiment de revendiquer un numérique transversal, de faire en sorte qu'on puisse se dire que la société est en transformation, on crée de l'emploi, donc la démarche, labellisation, French Tech, Nantes Tech, dans différents métiers. On a la chance d'avoir un écosystème fertile et engagé, puisqu'on a des startups, mais pas que, on a des grands groupes, des TPE, des PME, et à Nantes, il y a un passé informatique qui se transforme fortement au niveau des usages. Mais il y a aussi tout le volet inclusion numérique, comment on laisse personne sur la route, comment peut-être que tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, on est tous peut-être on va dire des usagers du quotidien, des curieux, des passionnés, des engagés sur, on vient de s'interroger sur l'IA, c'est quoi et en quoi effectivement on est en train de construire une société juste, équitable avec de l'IA. Et il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui, le chiffre il est tombé, 13 millions aujourd'hui de Français qui sont complètement déconnectés des usages du numérique, déconnectés au sens même que certains n'ont quasiment jamais touché une souris. Et c'est un vrai problème de société dans lequel on a de plus en plus de dématérialisation, les impôts, la carte d'identité, des choses triviales. Et en 2022, il y a certaines choses qu'on ne fera plus. Donc moi, mon rôle, mon engagement, c'est de faire en sorte que moi je suis chercheur aussi universitaire, et donc c'est de faire en sorte d'avoir ce numérique transversal dans lequel on laisse personne, dans lequel on crée de l'emploi et dans lequel à Nantes, on essaie de se dire à Nantes c'est quand même un territoire vibrant, inspirant et influent à l'échelle européenne sur ces enjeux du numérique transversal. Et d'ailleurs, au travers de ça, vous avez récemment créé Naonedia. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Naoned, IA. Naoned, c'est le côté breton, on est à Nantes. Bien IA, sûr. c'est comment on crée un collectif qui va en fait mixer les différents usages, les différents regards et les compétences. La science, c'est bien. Aujourd'hui, l'IA, c'est trop vu par le côté scientifique. Il faut arrêter. Il faut faire en sorte que l'IA soit de plus en plus populaire et compréhensible par tous. Donc, Naonedia, c'est un collectif qui mixe des chercheurs, des technologues, des gens qui déploient des IA territorialisées dans tous les secteurs de la société, des journalistes, des gens qui ont un regard critique. Et l'idée, c'était de se dire, oui, il y a des mouvements qui viennent de l'Europe, des lois, du national, il y a des mouvements comme France AI, mais ça va peut-être un peu encore dans un univers de sachants. Nous, on pense que les territoires, avec une approche un peu bottom-up, donc qui vient en fait des territoires, on peut revendiquer une IA alternative, on peut se dire non, on peut faire de l'IA sans être obligé d'aller invoquer des grands groupes, je ne vais pas les citer parce qu'on les connaît tous. Oui, on peut développer des IA territoriales avec des enjeux éthiques. On a posé un manifeste de l'IA dans lequel on s'engage, un peu comme à Montréal. Je salue mes collègues de Montréal, capitale mondiale de l'IA, c'est très bien. Ils ont déjà fait le pas de côté sur un manifeste pour une IA durable. Nous, on a dit populaire et éthique. Et en fait, l'idée, c'est qu'on est plein de Naonedia à Toulouse, à Lyon, pour qu'on puisse se dire, oui, les territoires, sur un territoire comme métropole ou une région, s'engagent pour dire, on veut faire de l'IA populaire, il faut qu'on aille expliquer aux gens et vraiment développer des services pour que les gens comprennent au quotidien, ah c'est ça l'IA, merci. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est cool, mais dans 3 ans, j'espère qu'on ne le fera pas parce que l'IA sera vraiment compris par tous. Et justement, cette navette autonome, c'est un projet particulièrement populaire parce qu'il est dédié aux citoyens de la ville de Nantes et tous les gens qui passent là. Donc, c'était ce petit minibus là qui Exactement. permettait de faire le chemin chantier naval jusqu'à le site de la carrière, complètement Nantes. Donc, c'est un minibus piloté par une IA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce projet est arrivé à Nantes et comment vous avez décidé de mettre ça en place, de mettre des Nantais dans une voiture qui est contrôlée par une IA ? Donc ce projet, c'est l'incarnation d'une démarche que j'ai mis en place qui s'appelle le Nantes City Lab, où on veut expérimenter à l'échelle 1, in situ, in vivo, des nouveaux services. Et là, alors, vous connaissez déjà les navettes autonomes, on en a vu à Lyon, à Paris, ceux qui voyagent, etc. Celui-ci, il a une particularité, la singularité, c'est qu'on veut toujours faire quelque chose de différent. Et il est triplement autonome. Autonome parce que pas de chauffeur, autonome parce qu'on a mis une route photovoltaïque dans laquelle on voulait que le véhicule soit propre en énergie. Et le troisième autonome au cube, c'était en fait, et c'est là que l'IA intervient, il était bardé de capteurs pour pouvoir interagir avec son écosystème proche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une barrière, et bien il arrivait, il y avait tout un système d'échange pour que la barrière s'ouvre. Et à un moment donné, il y avait un vélo ou un piéton qui arrivait, et il reconnaissait son environnement, et il interagissait avec son environnement avec un petit feu aussi pour se dire, effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte que le véhicule comprend l'environnement, enfin comprend. Analyse et interprète les différentes potentialités de risque et en fait contrôle ses comportements qu'on lui a dit en fonction d'un environnement qui peut être effectivement mouvant. Donc autonomie au cube, c'est le petit clin d'œil qu'on a fait, qui c'est pas présent à Paris, c'est pas présent à Toulouse ni à Lyon, puisqu'en fait on est la 4e ville en France où celui-ci a été mis en place. Est-ce que vous aviez des craintes à lancer un projet comme ça ? Quel est le retour du public ? Est-ce que c'est un peu étonnant ? Les gens sont amusés, sont inquiets ? C'est quoi le regard un petit peu des gens qui testent la navette, qui l'ont testée parce qu'elle n'y est plus là ? Il y a eu tous les regards. Il y a les gens qui se sont dit moi je ne montrerai pas dedans, mais il y en a eu très peu en fait, parce que ça c'est en fait ceux qu'on n'a pas testé. Il y a vraiment plus le côté je vis une expérience assez sensible et puis je me projette dans le futur, parce que l'enjeu du City Lab c'était de se dire oui on l'expérimente, mais c'était
Vraiment d'essayer de poser, carte sur table, est-ce que les gens sont prêts à aller dans un véhicule où il n'y a pas de chauffeur, où tout est automatisé. Et en famille. Donc forcément, on avait un peu réduit la vitesse. Ça peut monter à 25, on a mis à 12 km/h parce que vous avez vu, on était en face, juste en face là justement. Oui, ça passait juste en face du ferrière. Voilà. Et il y avait du gravier, etc. Donc on a voulu aussi faire en sorte. Et puis les gens, 25, moi j'ai testé à 25, on va mettre à 12. Parce qu'il y avait quand même cette appréhension des gens. Ils disent... Donc notre enjeu c'était aussi d'essayer de faire sentir et d'évaluer justement cette perception que les gens ont. Et la plupart du temps, c'était la banane. On a vécu un truc incroyable, merci, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait pouvoir le faire. Et puis quand ils comprenaient en plus qu'il y avait cette route photovoltaïque, on n'en avait pas mis sur toute la route, mais on avait mis 50 mètres, ils disaient en plus c'est respectueux de la Terre, de la planète. Donc il y avait une espèce de convergence, on va dire, des technologies sur lesquelles en tout cas on a fait... Et il y aura oui, je précise que, parce qu'en fait les gens disent mais elle est où la navette, etc. Il y aura 2 autres sites d'expérimentation, donc ceux qui ne l'ont pas fait, ça va arriver. On est en train de travailler sur une 2e séquence d'exploitation. Là, on a fait un site un peu fermé, on essaye d'un site un peu plus ouvert. Et ça revient quand alors ? Et je sais pas. Non, bientôt. Avant l'été prochain, il y aura deux. Donc j'espère en hiver et puis une autre séquence au printemps prochain. Est-ce que vous, messieurs, vous êtes déjà monté dans un véhicule autonome ? Claude, quel regard tu as, toi, par rapport à ces véhicules autonomes qui investissent doucement, mais probablement de plus en plus notre quotidien ? Alors en l'occurrence, je ne suis jamais monté dans un véhicule autonome, mais je trouve que c'est bien. C'est-à-dire il y a vraiment dans le véhicule autonome beaucoup de choses qui peuvent être faites, à la fois pour la sécurité, à la fois pour l'environnement, parce qu'on peut programmer la machine pour qu'elle respecte l'environnement. C'est difficile de faire ça avec un humain. Donc moi je trouve ça vraiment bien en fait. D'accord, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai pas eu la possibilité de la tester. C'était au mois de juin. C'était c'est un scandale, je sais. J'étais hyper occupé, mais vu que ça revient, il y aura pas de problématique. Toi, Thomas, t'es jamais monté dans un véhicule autonome ? Pas encore. D'accord. J'étais pas à Nantes non plus, malheureusement, à cette époque-là. Mais... Carrément. Alors toi, Thomas, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as ? Tu es le plus jeune, je crois, du groupe. Ah non, c'est toi ? Non, c'est moi. Ouais, bientôt 30. Déclinez vos âges. Ah bah si, t'es obligé maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton métier, un peu plus en détail et au quotidien, qu'est-ce que tu fais au travers du numérique et d'où est venue cette passion et cette envie de parler de l'intelligence artificielle, notamment au travers des regards connectés ? Ouais, moi je suis consultant sur le sujet comme digital au sens large et je me suis spécialisé vraiment sur le côté automatisation avant de parler intelligence artificielle. Automatisation, on veut faire ça très bien depuis longtemps avec des algorithmes, avec du code. Et j'ai commencé à travailler sur des projets toujours un peu plus gros, toujours un peu plus complexes. On fait intervenir un petit peu l'intelligence artificielle des premières briques, notamment sur le sujet des chatbots, du conversationnel, les petits robots avec lesquels vous pouvez discuter sur Messenger. On va en parler tout à l'heure, absolument. Voilà. Et donc du coup, c'est des technos qui m'intéressent, que j'ai voulu explorer un peu plus, et avec Regard Connecté, on a aussi produit pas mal de choses là-dessus en rencontrant des experts qui ont justement des regards différents sur le sujet. Aussi bien des têtes d'affiche que des gens un peu moins connus, justement pour faire ressortir d'autres choses. Tu peux nous citer, nous name dropper quelques personnes que tu as interviewées ? Si on peut name dropper les plus connus, Laurent Alexandre par exemple. Laurent Alexandre, on en parlera tout à l'heure aussi. Ouais. Le professeur Stuart Russell de Berkeley, qui est bien connu dans le secteur, je crois. Et puis des gens un peu moins connus comme Nicolas Miel, qui est très intéressant, qui est un peu moins visible, mais qui travaille notamment sur Future Society, qui fait des choses très bien sur justement l'IA au service des citoyens. Donc ils ont mené des grandes études mondiales là-dessus. Et l'idée c'est qu'on en a fait une compilation que vous pouvez retrouver en podcast si ça vous intéresse, en 4 épisodes d'une vingtaine de minutes. On vous donnera le lien sur Twitter de toute façon. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les personnages que tu as rencontrés autour de ce documentaire ? Est-ce qu'il y a des messages et des personnalités qui t'ont marqué par rapport à leurs propos ? Ils m'ont tous marqué d'une façon ou d'une autre parce que c'est un format où on essaye d'être vraiment très proche des gens, donc c'est plus une discussion que vraiment une interview. Mais justement Nicolas Miel, que j'ai rencontré chez lui très tranquillement dans son salon, et on a discuté du coup assez posément, et ce qui m'a intéressé, vous pourrez aller voir même l'épisode avec lui, ce qui est intéressant c'est qu'il a un regard qui est multidisciplinaire. Il parle pas que de techno, il parle pas que de politique, il réussit à mixer justement toutes ces visions-là. Il parle même d'imaginaire collectif, pourquoi pas un peu de science-fiction, d'économie, voilà. Et c'est assez intéressant et ça permet d'avoir une vue plus globale justement sur un sujet qui est très compliqué. Un documentaire qui est dispo en podcast aussi, on vous mettra les deux liens qui sont disponibles. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, on est obligé de parler des fameux algorithmes, qui sont quand même assez centraux dans toutes les thématiques autour de l'IA. Donc le jeu de la définition, ça va être pour toi, Claude. Un algorithme, c'est quoi ?
Ah ouais, je les avais pas prévenus en plus de ça. Ah non, pas prévenu, c'est pas juste. Non, un algorithme, c'est une succession d'actions qui sont d'instructions qui sont fournies à une machine pour qu'elle produise un certain nombre d'actions ou une action ou des actions qui, en fonction de ce qu'on veut faire, permet d'arriver à un certain but. J'ai un peu bafouillé, mais c'est... Non, c'est à peu près ça. Alors parfois, par contre, on a du mal à comprendre quand est-ce que... Oui, je t'en prie, Colin, tu veux intervenir. C'est peut-être un moment de dire quelque chose. C'est l'algorithme tel qu'on le conçoit, c'est quelque chose qui est créé par l'homme au départ. Donc on crée des algorithmes. Ce qui va changer avec l'IA, c'est que c'est plus l'homme qui crée l'algorithme, c'est l'algorithme qui crée l'algorithme. Voire qui crée l'algorithme qui crée l'algorithme. Et donc on se perd là-dedans. Donc tant que c'est l'homme, on peut dire c'est de ta faute si ça marche pas, ou si c'est ta faute s'il y a quelqu'un qui crève à cause de ça. Lorsque c'est l'algorithme qui crée l'algorithme, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où il y a vraiment une intervention de l'intelligence artificielle dans l'algorithme. Parce qu'on peut avoir des algorithmes sans intelligence artificielle. Oui? Non? C'est une question, hein. Oui, évidemment. Alors, quand on parle d'algorithme, on pense évidemment à l'algorithme de Facebook, hein, au travers des réseaux sociaux notamment. Thomas, quelle part d'intelligence artificielle dans l'algorithme de Facebook? Est-ce qu'on peut avoir une cartographie de ça? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Très bonne question. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Après, ils ont fait évoluer aussi leur modèle par rapport aux évolutions des technologies. Hein. Donc au début, c'était assez simple sur quelques variables. Maintenant, ils ont des millions de variables sur vous. Hein. Désolé, mais voilà, c'est comme ça. Il faut le savoir. Et pas que du comportemental, vraiment des choses très très fines sur ce qu'on fait tous les jours sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Donc évidemment, pour manipuler tout ça et vous donner un flux, une timeline qui soit raccord avec toutes ces infos-là, plus les intérêts de Facebook, évidemment, sur ce qui doivent vous pousser en publicité, etc. Ils finissent par trouver les bons contenus à vous pousser, ou en tout cas ceux qui les intéressent de vous pousser. Et ça peut poser beaucoup de questions, justement, sur ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, sur l'enfermement dans certaines bulles aussi, de rester toujours dans ces bulles de film, dans son confort, et justement de toutes les questions de fake news. Après, c'est pas le sujet, mais en tout cas... On va en parler un petit peu tout à l'heure. Okay. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Donc, l'algorithme de Facebook, il est présent pour vous proposer les messages de vos amis, et évidemment pour vous proposer de la publicité aussi, et du coup, il se nourrit des fameuses data. Hein, c'est ça, sa nourriture, Colin, à l'algorithme. C'est comme ça qu'il grandit, qu'il apprend et qui devient de plus en plus performant. Alors, il manque un troisième personnage. Donc, il y a l'algorithme qui, effectivement, évolue, apprend, s'améliore avec le temps. Il y a les datas qui sont collectées. Puis, il y a un troisième personnage qui est le trafic. C'est-à-dire le fait que Facebook ne se contente pas d'avoir accès à des données, il peut influencer ces données. Un peu comme si vous vous mettiez au milieu d'une rivière, vous pouvez effectivement mesurer la température de l'eau, mais vous pouvez aussi mettre votre main là pour essayer de dévier le trafic ailleurs et voir ce qui se passe. Et c'est ça qui devient un petit peu le jeu dangereux. Mais c'est ça aussi qui change la donne par rapport à nous chercheurs. Nous, chercheurs, on peut avoir accès à des données. On a accès ou on crée des algorithmes qui sont très bien, mais on a rarement accès à ce trafic, donc à la capacité de se dire, tiens, si là-dedans, je mettais des vidéos qui montraient que les immigrés font des choses pas sympas, grâce à ça, est-ce que je vais pouvoir voir un comportement changer? Et la réponse est oui, je suis capable de créer des bons petits fachos en faisant ça. Voilà. C'est tout ce qui fait peur avec l'IA. On a coutume de dire, c'est ce que vous disiez, messieurs, que Facebook et Google nous connaissent mieux qu'on se connaît. Hein. On le voit que ça devient évidemment des outils d'influence et que ces datas servent à tout un tas de choses, hein, pas que pour nous proposer des DVD sur Netflix, mais peut même influencer en partie la masse, même si on n'a pas de preuve de ça. Quel est ton regard, toi, Francky? Tu travailles pour la ville, pour la mairie. Quelle est ta conscience par rapport à ça, ton regard par rapport à ces grandes entreprises qui ont ces datas et qui font un jeu de pouvoir et d'influence avec? Je crois qu'il y a différentes natures de données aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on ait un peu de transparence sur ce sujet-là. Il y a les données personnelles que tout à chacun on donne comme ça sans le savoir. La plupart d'entre nous, certains le savent et on essaie de paramétrer, on fait en sorte d'eux. Il y a le biais sur les données, on l'a évoqué un petit peu. Enfin, ce que dit effectivement aujourd'hui les algorithmes d'apprentissage, ils peuvent être biaisés. Donc l'algorithme, parce que la data, elle est justement pas forcément représentative de la vie réelle, elle va être fortement biaisée. Donc après, il y a les données personnelles, il y a les données d'intérêt général, qui sont quelque part parfois mixtes, parfois liées. Je vois au niveau d'une ville, par exemple, les données personnelles, qu'elles soient anonymisées, pas facile à dire, avatarisées, ça va mieux, qu'on fasse les deux dans une suite logique et qu'ensuite on réintègre ces données dans ce que j'appelle des données d'intérêt général, là on voit bien qu'on a une vraie valeur ajoutée.
Là où on fait souvent, et d'un point de vue médiatique, le focus, c'est voilà, les données personnelles sur lesquelles Google vous connaît plus que vous, tant mieux. Est-ce que la ville n'aurait pas intérêt aussi à vous connaître un peu plus pour faire en sorte que justement, sur une logique d'intérêt général, on puisse avoir aussi de la vraie bienveillance, de la valeur ajoutée positive sur ce qu'est aujourd'hui les algorithmes d'IA? Je crois que oui. Je crois que la fluidité d'une ville, qu'elle soit dans la mobilité tous les matins, les embouteillages, ça nous fatigue. Il y a Waze, fameux sujet qu'on met sur la table. Est-ce qu'on veut travailler avec Waze ou pas? Waze ne veut pas trop bien travailler avec nous. Si, il veut bien travailler avec nous, qu'on nous donne toutes les données, mais lui, il ne donne rien. Donc là, c'est donnant-donnant. Toutes ces stratégies, c'est de la politique. Politique au sens... on voit bien, en 2019, ça va arriver. Les plateformes, ça va peut-être être dans le débat de ce qu'est aujourd'hui les européennes. En 2019, il faut que ça le soit. Il faut qu'on porte effectivement aujourd'hui un enjeu de discussion sur les plateformes à l'échelle européenne. Et concrètement, cet enjeu, dire c'est politique, on s'en fout. Non, parce que demain, dans la gestion des villes, à Nantes, peut-être qu'on aura un service qui va faire en sorte d'utiliser ces plateformes et croiser ces données-là pour la mobilité, pour la santé, pour... C'est où l'endroit optimal pour mettre une crèche demain? Soit on se dit, les politiques, ils savent. Non, c'est pas tout. Oui, il y a des vrais sujets de société pour lesquels il y a ce type de technologie a un vrai intérêt, un vrai enjeu. Et donc qu'on calibre ce que j'appelle la donnée d'intérêt général, qui peut être un mix de données qu'on a, nous, la collective publique, peut-être des privés sur, je dirais, tout ce qui est l'énergie demain, et aussi un petit peu de mix avec la donnée personnelle. Parce qu'à un moment donné, si on fait un cercle vertueux entre ces différents types de données, on rentre sur des choses dans lesquelles, oui, on a des cercles vertueux sur l'intérêt général. C'est un vrai sujet. Et l'IA, là, peut être vertueux. Et c'est vrai pour la santé, mais là, c'est juste évident. Évidemment. Alors, en Europe et en France, on a mis du coup en place les fameuses lois RGPD de protection des données. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi ça sert et quels sont les enjeux autour des RGPD ? L'idée, c'est simplement d'essayer d'encadrer un petit peu mieux l'usage qui est fait des données personnelles des Européens, en se disant que, comme c'est les données des Européens, ils doivent rester en Europe et être traitées selon les lois européennes, en gros, pour simplifier. Mais il y a notamment des choses intéressantes pour espérer, en tout cas, que les citoyens soient un peu plus éduqués à ce qui est fait de leurs données, et surtout à leur redonner un petit peu de pouvoir dessus, en ayant un consentement plus éclairé sur justement qu'est-ce qui va être fait de ces données-là quand on les laisse à une plateforme, par exemple. Pourquoi pas pouvoir les récupérer pour aller les intégrer dans une autre solution qu'on préfère, par exemple, si on se dit Uber, ça nous plaît plus, on veut un acteur français, on récupère les données. Partir avec tes données, comme tu pars avec ton numéro de téléphone portable quand tu quittes un opérateur téléphonique. C'est le droit à la portabilité. On peut le faire ça maintenant? C'est le droit à la portabilité et c'est en train d'être appliqué. Alors comment ça va être appliqué, quelles sont les sanctions si c'est pas fait, etc. C'est encore trop tôt. Mais en tout cas, l'idée du RGPD, c'est aussi de permettre ça. Alors ce qui m'a... Oui, Colin, tu veux rajouter quelque chose? Non, les sanctions sont énormes. C'est assez intéressant là-dessus, c'est que les sanctions prévues se chiffrent dans des montants juste colossaux. Pour les sociétés qui garderaient les datas. Pour les sociétés qui ne joueraient pas le jeu. Alors, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai préparé cette conférence, c'est la différence, effectivement, d'avancée, on en parlera tout à l'heure, en termes de technologie d'IA, entre les fameux GAFA américains et les Chinois. Et j'ai eu l'impression que, justement, cette loi RGPD était quelque part, en partie pour certains, un frein à l'évolution de l'intelligence artificielle, parce que, du coup, ça a empêché un certain nombre de sociétés de pouvoir se nourrir de toutes ces datas, et du coup, de pouvoir évoluer extrêmement vite. Est-ce que c'est une fausse vérité, Claude, ou est-ce que il y a un vrai risque dans toutes les technologies autour de l'IA de ne pas avoir accès à ces datas-là et de ne pas pouvoir évoluer? Il y a différents problèmes. Il y a le problème que veut régler le RGPD, qui est vraiment d'essayer de nous protéger pour qu'on n'utilise pas nos données à n'importe quelle fin. Le deuxième problème, c'est effectivement que plus on met des règles en place pour lutter contre les GAFA, plus en fait on donne aussi du pouvoir aux GAFA, parce que c'est les seuls à pouvoir gérer ces règles et continuer à faire leur business. Donc effectivement, les petits, comme il y a des règles de plus en plus fortes qui sont mises en place, les petits ne peuvent rien faire et ça laisse toute la place aux GAFA. Alors, je n'ai pas forcément la solution là-dessus, mais il faut quand même faire attention. Typiquement, récemment, il y a eu en Europe, ils ont fait passer une loi sur le droit voisin. Le principe est super, c'est qu'actuellement, les médias se font piller depuis des années leur contenu. Donc, il faut les protéger, c'est normal. La protection, c'est... vous devez, provider de contenu, Google et autres, vous devez vérifier que tous les contenus qu'on vous met sur vos sites ne sont pas des contenus piratés, ne sont pas des contenus qui viennent d'ailleurs. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de mettre une IA suffisamment puissante sur tous ces contenus? C'est les GAFA. Donc on a vraiment un problème sur le fait qu'il faut mettre ces règlements en place pour éviter que
on aille vers n'importe quoi. Et tu vois, quand tu dis ça peut empêcher le développement d'IA, certains, c'est bien que ça les empêche. Donc c'est normal de lutter. Mais il faut quand même faire gaffe au fait qu'on donne aussi des billets aux GAFA pour être encore plus dominants. Colin, tu veux ajouter quelque chose sur cette thématique-là ? En partie, ce qu'il a dit était exact, on l'entend de tous les côtés. Ce côté, aujourd'hui, les normes, quand vous signez une charte, aujourd'hui, il faut être très précis sur les droits, enfin ce que vous accordez. Les GAFA vont pouvoir écrire des choses très courtes, très simples, sur lesquelles on va être convaincu, avec eux c'est clair. Et par contre, une petite entreprise va être obligée, pour se couvrir, de faire un questionnaire très très long, enfin un document très très long, qui est très ennuyeux et qui vous donnera l'impression qu'au contraire, il sera en train d'appliquer des choses bien plus compliquées. Ce qui se passe, c'est que les GAFA peuvent payer des armées d'avocats et que les autres ne peuvent pas. Et enfin, juste un dernier truc sur le même sujet, c'est il n'y a pas de blanc et de noir là-dedans, hein, tout est gris et il y a à la même pièce les deux faces. J'entendais Francky dire comment on pouvait faire de l'IA utile à tout le monde, mais les mêmes technologies, y compris au niveau d'une ville, peuvent être utilisées pour surveiller les gens. Donc on peut tout à fait, il y a en ce moment des essais en Angleterre pour essayer de prédire les gens qui vont battre leurs enfants avant qu'ils les aient battus. D'ailleurs, on va pouvoir faire des stats, des choses, des informations que vous avez dans la ville. Donc comment on fait ? C'est pas de la technologie qui va permettre de dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Non, on n'est pas effectivement sorti de l'auberge avec ça, mais ça sera évidemment des thématiques et des problématiques qui vont nous impacter de manière extrêmement concrète dans les mois et dans les années à venir. Encore faut-il que les lois, les pouvoirs publics et les politiques suivent sur ces thématiques-là. Et on voit qu'il y a un gros retard à la fois de compréhension et surtout la lourdeur du système administratif qui fait qu'il y a une technologie qui évolue extrêmement rapidement et un système global, politique, institutionnel qui est particulièrement lent. On le verra, de toute façon, on va le voir au quotidien et le subir aussi dans les prochains mois. Ce qui est intéressant avec Facebook aussi, je voulais en parler rapidement, il y a l'IA qu'ils utilisent pour la modération de contenu. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qu'a fait Arte sur les modérateurs justement de Facebook. Et du coup, c'est une IA qui va remonter les cas type homophobie, terrorisme ou tous les trucs qui ne correspondent pas aux valeurs de Facebook et même juste un petit téton. Mais on voit que c'est extrêmement compliqué d'avoir une pluralité sur la décision là-dessus, surtout qu'en plus on découvre dans le documentaire qu'ensuite, une fois que l'information est remontée par des IA, ce sont des humains qui prennent la décision de oui ou de non dans certains cas. On voit les différences de culture. Tu as vu ce documentaire, Thomas, peut-être un mot là-dessus? J'ai vu un petit bout, mais c'est pas nouveau. Après, que ce soit Facebook ou même les équipes de modération sur les sites médias, alors peut-être que Claude pourra en parler un peu mieux, mais c'est vieux comme le monde. On met des IA mais qui comprennent plus ou moins un sentiment positif, négatif, neutre, sauf que dans la plupart du temps elles peuvent beaucoup se tromper et ça passe à l'as et l'humain n'a même pas l'info et n'a même pas le moyen de le modérer. C'est intéressant sur Facebook parce que c'est tombé en plus la diffusion sur la BBC, je crois, à la base, et est tombé au même moment qu'un podcast, une interview de Mark Zuckerberg, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je crois que j'ai entendu. Ça parlait justement de modération et où il disait que en gros les sites négationnistes c'était pas à lui de les modérer. Ouais, Voilà. Il disait que ça faisait partie d'une manière ou d'une autre de la liberté d'expression que de savoir laisser ce genre de propos extrémistes ou pas, mais c'est toute la difficulté du débat. Qu'est-ce qu'on doit censurer ou qu'est-ce qu'on ne doit pas censurer? Et c'est la difficulté de justement quelles indications sont données aux humains qui sont là derrière pour faire le boulot, une fois que l'IA leur a remonté quelque chose qui était peut-être un peu bizarre, mais c'est tout ce qu'elle va pouvoir dire, l'IA, pour l'instant. Tu veux ajouter quelque chose? Donc, juste pour info, par rapport à Facebook, Google et la modération, il faut savoir que Google, dont on parle, intelligence artificielle et autres, ils ont des milliers de personnes qui font du filtrage à la main. Et donc pourquoi les requêtes de Google les résultats sont si bons, c'est qu'en fait sur les requêtes les plus posées, il y a des gens qui vont vérifier les résultats et qui vont éliminer les résultats qui ne sont pas bons. Donc en fait, personne ne peut lutter contre ça. Il y a encore des humains qui font bien le travail, ça c'est le point positif. On n'est pas encore tous décédés. Et peut-être juste en parenthèse aussi, parce que ça fait un moment qu'on parle d'IA justement, de Google, IA de Facebook pour la modération par exemple. Si on prend la définition qu'en a donnée Colin, c'est pas de l'IA. Il n'y a pas de raisonnement là-dedans. C'est de l'apprentissage, c'est pas de l'IA au sens raisonnement. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Colin sur l'IA. La définition de l'IA évolue au cours du temps. Et si on prend la définition de Minsky dans les années 60, c'était l'IA, c'est la science qui permet de faire faire à des machines des choses qui, si elles étaient faites par des humains, demanderaient de l'intelligence. Mais ça ne parle pas de l'intelligence dans la machine. Mais sur donc ces thématiques-là...
La technologie a encore beaucoup évolué. Alors quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi, et tu vas nous en parler Thomas, on va parler avec vous aussi les gars parce que vous êtes spécialisés là-dedans, c'est les fameux chatbots conversationnels. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec un chatbot, ça a dû vous arriver, c'est pas forcément évident. Depuis quand ça existe les chatbots, depuis quand c'est testé Thomas, et où est-ce qu'on en est un peu concrètement sur cette technologie actuellement? Les interfaces où on discute avec un robot, ça n'a rien de nouveau, hein. La simple différence, c'est que l'interface a changé, qu'aujourd'hui ça s'insère dans les conversations qu'on a avec nos amis sur Messenger, que ça a l'air plus sympa, et que du coup les marques se sont dit chouette, ça va nous faire un nouveau canal pour communiquer, ça va paraître plus sympa, plus fluide, et du coup on va pouvoir vendre des choses, quoi, tout simplement. Et ça marche ou pas? C'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est compliqué parce que bien souvent on vend une expérience qui est dite conversation et au final c'est un répondeur tapé 1, tapé 2. Alors ça peut rendre des services si c'est bien fait, mais par contre dès qu'on essaye de sortir du script on est complètement perdu. On fait planter le robot et puis voilà, le service n'est pas rendu et ça devient difficile. Et ça peut être même contre-productif pour certaines marques alors que des vrais humains derrière auraient pu très bien faire le boulot sans que ça leur prenne forcément beaucoup de temps, et au moins ça aurait été géré correctement de A à Z. Donc aujourd'hui ça reste une technologie. Alors, c'est pareil, est-ce qu'on parle de technologie ou est-ce qu'on parle simplement d'interface et de bonne conception? C'est tout le sujet. Moi je préfère prendre le côté on a des vrais humains qui savent faire, qui font une bonne conception, qui savent écrire et qui savent rédiger et qui du coup arrivent à guider l'utilisateur pour que ce soit fluide. Ceux qui essayent de faire de la plus ou moins foire question dynamique où on tape du texte et on ressort des réponses et tout est fluide, ou le film Heure par exemple, pour ceux qui connaissent, on en est encore très loin. Quelle marge d'évolution pour ces technologies, Colin et Claude, qui connaissaient bien cette problématique? Alors, beaucoup moins que Claude. Juste, peut-être c'est le moment de dire un truc, c'est dès le début, de l'invention de l'IA, au temps de Turing, on est en train de parler de 1948, on va mettre en place, Turing va inventer ce qu'on va appeler le test de Turing. Et dans le but de test de Turing, ce n'est pas d'avoir une machine intelligente, c'est une machine qui fait croire à l'autre qu'elle est intelligente. Il faut que l'humain ne voit pas la différence entre l'humain et la machine pour que le test soit validé. Voilà. Donc le but n'est pas d'être intelligent, le but c'est de simuler l'intelligence. Et le chatbot est un bon exemple de ça. Dans un premier temps, le but d'un chatbot, c'est de faire croire à l'autre qu'il est humain. Dans un deuxième temps, on va en plus essayer de lui faire faire des choses intelligentes. Mais ça, c'est autre chose. D'accord ? Donc la première partie, c'est celle-là. C'est est-ce que je réussis à vous convaincre que vous êtes en train de parler avec une personne alors qu'en fait, vous êtes en train de parler avec un robot. Et cette partie-là, on y arrive à peu près. Claude, Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Je te donne la parole, Claude, juste après. J'avais juste une petite anecdote par rapport à ça. Il y a une solution française qui permet de gérer les rendez-vous, de remplacer une secrétaire par exemple par email. Et une anecdote là-dessus sur le côté, est-ce que l'impression est bonne? Ils m'ont raconté qu'une fois, au tout début, un client est arrivé en rendez-vous et a ramené des fleurs pour Julie. Voilà. Qui était une IA. Qui était le nom de la personne qui répondait au mail automatique finalement. Au moins il est galant, il est sympa. Claude, est-ce que tu veux ajouter un mot sur cette technologie-là? En fait, deux mots peut-être. Le premier, c'est par rapport effectivement au test de Turing. Il faut savoir que il y a beaucoup de tests qui ont été faits qui montrent que les machines qui passent le mieux le test de Turing, c'est celles qui introduisent des fautes d'orthographe dans leur texte. La perfection de l'intelligence artificielle, de toute façon, est une grande question. Non, mais de manière volontaire. Mais justement, c'est l'inverse. C'est ça, effectivement. Et donc là, on se dit, non, c'est un humain puisqu'il y a des fautes. Et par ailleurs, par rapport au chatbot, et alors ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que quand on a affaire à la langue, en fait, on a affaire à la quintessence de l'intelligence. C'est-à-dire, par définition même, une langue est faite pour communiquer toute la complexité de l'intelligence humaine. Donc pour pouvoir la traiter correctement, une machine devrait avoir une intelligence dite forte, c'est-à-dire au niveau d'une intelligence humaine. Et personne n'a ça. Personne ne sait si on l'aura dans 10, 20, 50 ans, ni même si on l'aura un jour. Donc forcément, les chatbots peuvent être très déceptifs parce qu'il y a un moment où ils ne comprennent rien. Et d'ailleurs, on voit notamment Google qui a présenté Duplex, donc c'est son envie de faire justement cet assistant virtuel, mais vocal, avec qui on peut parler. Et qui, tu disais justement l'exemple d'une IA qui peut prendre des rendez-vous. C'est l'ambition, en tout cas, de Google de pouvoir créer un robot avec une voix humaine, piloté par une IA, qui puisse arranger notre quotidien en prenant des rendez-vous chez le coiffeur ou avec un pote. C'est une vraie problématique, ça aussi, et l'humanisation de l'intelligence artificielle au travers de la voix humaine. Est-ce que là, on ne rentre pas aussi dans... est-ce qu'il faut
absolument savoir, justement, c'est l'histoire de Julie. Est-ce qu'on doit savoir si on parle à une IA ou pas? Colin, tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Sur les anecdotes, j'étais au Japon il y a 2 ans en train de visiter un laboratoire dans lequel ils étaient en train de travailler sur ces robots humanoïdes. Vous avez dû voir à la télévision personnage où il fait en plus des robots sur lui-même. Bon, là, c'était un robot d'une secrétaire mi-corps. Donc il était assis là, et puis on m'a prévenu avant de rentrer, attention, ça risque d'être perturbant. J'ai fait, Donc je suis rentré, et effectivement, la secrétaire était dans le labo. Alors le but du travail qu'il faisait, c'était de faire en sorte que la secrétaire acquiert des tics. D'accord, c'est un peu comme les erreurs, des tics humains. C'est-à-dire, en gros, des mouvements comme ça, pour que justement, c'était horriblement perturbant. Et quand je suis parti, j'ai dit au revoir à la secrétaire. Donc c'est à peu près comme les fleurs. C'était horrible comme situation. Et c'est vrai que c'est flippant, et surtout c'est au travers de tous ces objets connectés qu'on peut se poser un certain nombre de questions aussi, ce qu'on appelle l'internet des objets. On peut imaginer demain que notre frigo soit connecté, évidemment notre voiture sera connectée, notre smartphone l'est déjà, et là aussi on a une collecte de données qui est encore plus intrusive, parce que c'est un objet du quotidien. Le frigidaire sait qu'est-ce qu'on mange, il sait peut-être qu'on boit de l'alcool ou pas, ou ce genre de choses. Il y a une vraie thématique. Francky, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu délèguerais, est-ce que tu aimerais avoir un assistant virtuel qui prendrait tes rendez-vous? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu trouves ça incroyable? En fait, je vais vous faire une petite confidence, pas du tout. Pourtant, ça te fait pas peur du tout? Ouais. Si, j'aimerais pas du tout, pardon. Ah, je n'aimerais pas du tout. Ouais. Je crois qu'on arrive à un point où on a besoin des objets connectés. C'est évident pour tout un tas de... on va dire de fluidité dans l'espace public et autres. On a besoin d'avoir des capteurs qui, au niveau de l'eau, fait en sorte qu'on est plus efficient, plus rationnel pour plein de transition énergétique, etc. Et ça, c'est bien, ça a du bon. Par contre, dès qu'on touche effectivement quelque part à... C'est pas à l'humain, c'est plutôt à la vie personnelle qui, à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir juste l'envie de se dire stop, non, j'ai pas envie, ce côté intrusif. Certains vont le faire, mais... on peut le faire pour des agendas professionnels, pourquoi pas, je veux dire. Mais stop, il faut savoir à un moment donné mettre la limite rouge, à pas déborder. Moi, j'ai pas envie, et je crois que ça fait partie aussi. On dit souvent l'IA. Avec l'IA, on a moins d'humains. Moi, j'ai envie de dire non. Avec l'IA, on a plus d'humains, mais il faut bien le positionner. Et il y a des endroits dans lesquels, dans notre humanité, l'IA ne doit pas pénétrer. Donc il y a des oasis dans lesquelles il faut qu'on reste effectivement dans une logique humaine. Je vais prendre un exemple assez simple. Moi, je rêve d'un monde dans lequel on valorise plus le métier d'infirmière et l'humain et l'humanité, qu'il y a l'empathie qu'il y a derrière toute l'interaction d'une infirmière avec l'ensemble des patients, qu'un cardiologue ou qu'un radiologue dont le métier est extrêmement important, j'ai pas dit ça, mais sur lesquels l'IA va apporter effectivement quelque chose de radicalement... Aujourd'hui, analyser une radio, on a des IA qui, à l'échelle du monde, vont être beaucoup plus performantes, et ça a déjà été démontré, le meilleur de radiologues de Nantes du CHU, et ils peuvent m'écouter en ligne, mais ils sont d'accord, parce que je sais que j'ai déjà échangé avec certains collègues universitaires, parce que justement la connaissance et les capacités d'interprétation d'une image aujourd'hui sont de toute façon beaucoup plus fortes. Ça veut pas dire que... ça veut dire que quelque part, l'IA va venir accompagner le radiologue qui peut-être va faire plus de clients, parce que justement son analyse, elle sera beaucoup plus affûtée. Et ce côté moins humain, il est beaucoup plus gommé, et il faut qu'on rajoute plus d'humains sur l'infirmière, et qu'on ravioli... qu'on ravioli ravioli, ça c'est le mercredi. Qu'on revalorise tout, effectivement, plutôt l'empathie, et qu'on se détache. En fait, l'IA doit être au service d'eux, ça doit être vraiment une servitude, et qu'on revient effectivement sur des fonctions beaucoup plus nobles d'interaction, d'empathie avec l'humain. Mais au travers de la santé, on ne va pas rentrer dans le détail dans cette conférence, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On peut imaginer très rapidement qu'on va être connecté avec des capteurs qui sont à l'intérieur de nous, qui pourront savoir si on est malade, s'il y a une maladie qui arrive, etc. Au travers de ça, il y a un bouquin que j'ai lu pour préparer la conférence, qui s'appelle Marseille 2040, si la thématique vous intéresse. Alors, je ne suis pas payé pour en parler, mais qui est passionnant, qui est fait par un journaliste français qui s'est projeté sur l'évolution du système de santé au travers de l'intelligence artificielle. Et c'est absolument passionnant, ça se lit très rapidement. Le jour où notre système de santé craquera, donc il y a un thème un petit peu flippant, mais c'est vraiment intéressant, et on pourrait en parler autour de la santé vraiment pendant super longtemps, et on le fera pas ce soir, mais en tout cas c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est les aspects de communication. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'intelligence artificielle, on va parler notamment avec Claude de Silabs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette société
été, comment elle a été mise en place et quel était le but au départ? Or, si on remonte au départ, en fait, moi je suis chercheur à la base, mon associé aussi. Et en fait, à un moment, on s'est dit, on a envie de faire des choses, personne ne veut les faire comme on veut les faire nous, donc on va les faire. Et puis on a créé une boîte qui était plutôt dans du consulting, on externalisait la R&D d'autres boîtes et on les aidait à faire leurs recherches dans notre domaine, qui est le domaine de la sémantique, c'est-à-dire l'analyse de la langue et la production de langue assistée par ordinateur. Puis petit à petit, on a développé des outils. Petit à petit, on s'est transformé de consulting pur à consulting plus techno. Puis petit à petit, on a vendu un peu plus de techno. Puis on s'est dit, en fait, le consulting, ça nous embête. On va faire de la techno et on va vendre uniquement de la techno. Alors d'un point de vue de start-up, s'il y en a qui font une start-up, quand vous faites ça, serrez les dents parce que ça... C'est pas une bonne idée? Ah non, ça fait mal. Non, c'est très bien, mais ça fait mal. C'est-à-dire là, on a fait une chute de chiffre d'affaires qui était impressionnante parce qu'on disait non à du consulting, donc forcément. Puis petit à petit, on a développé des technos et on a donc des technos d'analyse sémantique, text mining, analyse d'opinion. Et en 2011, il y a un client qui vient qui nous dit « Ouais, est-ce que tu pourrais générer automatiquement des textes ?» Donc je lui dis « Non, ça ne m'intéresse pas. » Puis il y en a un deuxième qui vient « Est-ce que tu peux générer des textes ?» Non, Au bout d'un moment, ça titille. Et le troisième, on s'est dit, bon, on va regarder. Exactement, ouais, c'est ça, voilà. Et puis on a regardé, en 3 mois, on avait monté un proto qui était déjà industriel, on a commencé à vendre des choses, et puis on s'est dit, bon, c'est notre avenir, c'est ça qui va nous faire décoller. Ça a été un petit peu plus dur que ça, hein, donc encore une fois, c'était en 2011. Il a fallu attendre 2015 pour que enfin un média accepte de produire des articles automatiquement. C'était Le Monde pour les élections. Qui sont souvent à la pointe du numérique, on peut le souhaiter, oui, on peut oui, les citer là-dessus. Globalement, les médias. C'est-à-dire globalement, les médias, il y a toujours les médias. Il y a débat. La transition numérique chez les médias, on peut en parler. Mais tant mieux. Ce que je dis, c'est que parmi les médias, il y a toujours des médias qui sont à la pointe de la technologie. C'était les premiers sur le web, le premier sur notre techno, les premiers sur la réalité virtuelle, etc. Sauf que après, c'est les premiers, mais ils ont du mal à la faire entrer dans la rédaction et à en faire vraiment un business. Mais voilà, donc en 2015, Le Monde nous utilise, donc là ça a été un peu un tremplin, du coup on a eu d'autres... Alors pour quel type d'article, quelle était exactement l'aide particulière? En fait, nous, comment ça marche? On prend des données structurées en entrée. Donc pour les élections, c'est telle commune, tel candidat, tel résultat, etc. Et on produit un texte à partir de ça, un texte de qualité humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui lit les textes qu'on produit ne peut pas deviner que ça a été rédigé automatiquement. Le test de Turing est passé là? C'est pas exactement ça. Totalement. Non mais totalement. Juste pour l'anecdote, on a été très mauvais d'une manière commerciale, mais l'un de nos premiers prospects, on y est allé en disant voilà, là il y a 2 textes. En face on avait les rédac chefs, on a 2 textes. D'après vous, lequel a été écrit par un robot? Les 2 se sont plantés. Et en plus on leur dit et le texte là en fait il a été écrit par un de vos journalistes. Donc on s'était dit, on a bien démontré, mais évidemment derrière, là, c'est impossible de passer, on s'est fait ramasser, ce qui est logique, hein, on a été très très mauvais. Bon, effectivement, ça ne se distingue pas à l'œil nu, on ne peut pas voir que ça a été écrit par une machine, on pourra revenir sur la question éthique derrière. Ouais. Et derrière, on fait aussi des descriptifs de produits, on fait des descriptifs de lieux, on peut faire du mailing personnalisé, on peut faire il y a 450 agences qui nous utilisent, agences immobilières, pour produire des annonces. Voilà. Alors, en termes de qualité de rédaction, pour le moment, c'est des choses assez factuelles. On est sur de l'assistance pour des résultats sportifs, pour des grandes élections avec énormément de chiffres, énormément de choses, c'est ça? On n'est pas encore dans une rédaction de fond avec une plume, etc. Alors, non, il y a 2 points. C'est-à-dire, il y a un point qui est, ce n'est pas forcément que du factuel. On a travaillé pour une start-up dans la santé qui voulait des textes introductifs un peu plus fun que simplement des datas. Vous avez encore grossi, bon, c'est pas très sympa. Donc en fait, l'idée c'était de faire des textes un peu fun du type aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, ok, habille-toi en verre, mais abuse pas de la bière, ou il pleut à Lyon, mais tu reste pas devant ta télé à bouffer ta pizza, tu peux sortir, aller au musée et autres. Donc c'est pas forcément que du factuel, mais on reste dans les limitations d'une machine qui va être incapable d'aller plus loin que les données qu'on lui met en face. Et donc, du coup, quand on a une élection, on peut dire, OK, c'est telle personne qui a été élue. On peut dire, elle est de tel bord, alors qu'avant, dans cette commune, c'est tel bord plutôt qui prévalait. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin et on ne pourra pas avoir des conséquences beaucoup plus profondes que ça peut avoir. Pour le moment, peut-être, en tout cas, tu nous diras après. Encore une fois, là, quand tu dis pour le moment, tu parles d'une intelligence forte.
Et personne ne sait si on l'aura un jour. Ouais, on parlera tout à l'heure des types d'IA et des IA fortes, exactement. Peut-être qu'un jour, mais on ne sait pas si ce sera possible un jour. Juste pour dire, le maximum auquel nous, on pense pouvoir arriver dans les années qui viennent, c'est produire automatiquement des comptes pour enfants. Ça, on sait qu'on peut y arriver. Au moins, c'est concret, ça permet de nous projeter. Francky, tu voulais ajouter Très quelque chose? concrètement, moi je trouve que sa solution elle est géniale parce que sur une annonce, par exemple, vous allez vendre un appartement. Lui, en fait, vous avez un formulaire, vous cliquez sur tel mètre carré, vous avez la localisation. Il va générer une annonce que peut-être vous pourriez rédiger avec votre belle plume, mais qui est vraiment dans la cible parce qu'il va analyser toutes les annonces. Et en plus, il y a tout le contexte qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'annonce, elle va être, il va aller crawler, par exemple, derrière, il y a juste une nouvelle brasserie de bière qui vient de s'ouvrir, très locale, et que quelque part... Tu vas un peu loin. Mais c'est l'état d'esprit de l'IA qui est derrière Syllabs. Et là où je trouve que c'est intéressant, là, on est vraiment sur la valeur ajoutée de l'IA, puisque là, on va aller chercher de la data, et puis ensuite, il a une approche traitement automatique pour rédiger. Et là, on voit bien qu'on va au-delà de ce qu'un humain pourrait faire, même si vous êtes encore super au taquet sur tel quartier, on sait qu'il y a l'école à proximité, on sait que potentiellement, il va y avoir une crèche qui va ouvrir. Lui, l'IA peut le savoir, alors que vous ne savez même pas, vous habitez le quartier depuis 10 ans. Et là, je trouve qu'on est dans le côté, on est vraiment dans l'intérêt général. C'est-à-dire que l'annonce immobilière, alors elle peut être un peu... on va dire, surjouée. Mais elle est vraie. C'est-à-dire qu'elle est vraie et la personne, elle va vendre son bien, elle va mettre encore plus en valeur son bien. Et je trouve que là, on est sur l'intérêt général de ce que je disais tout à l'heure. L'IA a du bon. Et Claude, quel retour des journalistes avec lesquels tu as travaillé, des rédactions avec lesquelles vous avez travaillé? Est-ce qu'ils ont eu vraiment l'impression d'avoir un outil en plus qui leur permette peut-être de faire d'autres choses en plus? C'est quoi l'accueil qui a été réservé à ces technos-là? C'est très dépendant des personnes. Donc là, on est vraiment sur un côté humain et ça dépend des personnes. On a des personnes qui se sentent vraiment agressées. Avec vous allez voler notre boulot, alors qu'en fait ce n'est pas possible, sauf s'ils considèrent que leur boulot de journaliste c'est juste écrire des datas, mais c'est pas le cas. Et après on en a qui effectivement voient très bien que c'est une aide et qu'on est là non pas pour faire ce qu'ils font déjà, on est là pour faire de l'exhaustivité. Quand on fait les élections, on couvre 36 000 communes en 4 heures, mais c'est pas pour ça que Le Monde n'avait pas 70 personnes sur le terrain pour couvrir les grandes villes. Et typiquement, même là, pour exemple, je parle à un CRT c'est l'Île-de-France. Et je leur dis, oui, on va pouvoir couvrir l'exhaustivité, mais évidemment que nous, on ne va pas aller décrire Notre-Dame de Paris. Il faudrait être stupide quand on est le CRT d'Île-de-France pour aller confier à un robot l'écriture du descriptif de Notre-Dame de Paris. Mais on fait toutes les églises. Colin, tu voulais ajouter quelque chose? Je peux te remplacer 2 secondes et poser une question. Mais vas-y, carrément. Parce que Francky a dit que c'est dans le vrai. Mais au fond, pourquoi? Je veux dire, est-ce que ton IA pourrait mentir au lieu de dire que le papier peint est vétuste et sur le point de disparaître? Peut-être une information qu'on n'est pas obligé de donner. Est-ce que c'est l'IA qui décide de ne pas la donner ou est-ce que c'est vous qui... est-ce que c'est l'agent immobilier qui passe derrière? Alors, en tant que producteur de texte dans ce cas-là, on est effectivement face à des choix éthiques qui ne sont pas toujours évidents. Pour vous donner des exemples, j'ai été contacté à plusieurs reprises par des gens qui me disaient « Est-ce que vous pouvez faire des faux avis sur des hôtels ?» Oui, mais non. En plus, bon, bien écrit les faux avis, du bon. C'est que ça soit propre. Là encore, en plus, c'est illégal, donc c'est même pas un problème éthique, c'est illégal, point. Mais j'ai été contacté aussi par un pays d'Asie que l'on sait très démocratique, par un grand média là-bas qui me disait on voudrait utiliser votre outil pour produire des textes. Je lui dis super, il me contacte de l'autre bout du monde, je suis super content. Ouais, on est on est en Chine, ça vous gêne pas? Non. Mais on a notre point de vue chinois. Hein. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Mais le fameux point de vue chinois. Mais vraiment une façon. Alors non, on arrête. Et on est en permanence là-dessus parce que. Produire des informations fausses, c'est effectivement, pour nous, ce serait horrible d'un point de vue éthique. Maintenant, on a eu exactement ce problème-là. On a fait de l'analyse d'avis sur des hôtels pour aller derrière publier un résumé des avis. Et là, on disait aux clients, là, vous avez les avis positifs et là, vous avez les avis négatifs. Vous choisissez si vous mettez les deux ou que les positifs. Et là, on ne va pas prendre le choix pour le client. Donc, si je posais cette question, d'abord, la réponse m'intéressait, mais ceci parce que c'est peut-être le truc qui m'a le plus, un des trucs qui m'a le plus perturbé sur ces dernières années. On sait que l'IA a battu les humains aux échecs, au jeu de Go, mais ce qu'on sait moins, c'est que ça a gagné au poker. Et au poker, c'est intéressant parce qu'on est tous, ceux qui ont un petit peu joué, on a toujours quand même cette impression qu'on ne gagne pas au poker si on ne bluffe pas, donc si on ne ment pas. Ce qui signifie que la machine a appris toute seule à mentir.
D'accord. Et effectivement, à optimiser le mensonge, donc à optimiser sa capacité de bluffer pour effectivement battre les meilleurs joueurs de poker au monde. Donc c'était un peu perturbant parce que finalement, mentir était simplement une simple équation mathématique à la fin. Bah oui, il n'y a pas de conscience, en tout cas on n'avait pas encore assez de conscience. On parlera des IA fortes justement un peu plus tard dans ce débat. On va parler des autres métiers de la communication. Alors moi j'ai découvert en préparant cette conférence qu'il y avait aussi une société qui s'appelle Algolink qui propose un service de relations presse pour remplacer un petit peu les attachés de presse pour des personnes qui ont peut-être un peu moins de moyens pour se payer un attaché de presse et qui travaillent avec une base de données et un algorithme du coup assisté par une IA qui permet de suggérer les journalistes les plus pertinent par rapport à votre centre d'intérêt, à votre communiqué de presse. Quel regard, toi, Thomas, tu as sur ce genre de technologie? Est-ce que tu penses que, de manière plus générale, les métiers de la communication vont continuer à être impactés par ces outils d'intelligence artificielle? Pour le côté relations de presse, c'est assez facile. Les journalistes reçoivent 50 communiqués de presse par jour, et encore les petites journées. Quand c'est des mailings complètement impersonnels, alors encore plus, il n'y a même pas besoin d'IA finalement. Aujourd'hui, quand vous envoyez un communiqué de presse en mailing groupé à 150 journalistes d'un coup qui sont pas triés, que vous ne connaissez pas, vous pouvez l'envoyer vous ou le faire envoyer par une IA, le résultat sera le même, hein, vous n'aurez pas de retour. Donc non, j'y crois pas. Le métier d'attaché de presse a encore de beaux jours devant lui, justement, au moins tant qu'il y aura des journalistes, en tout cas, des vrais journalistes. Qui ont envie de creuser, qui ont besoin d'infos, qui ont besoin de matière. Et ça, les attachés de presse le font. Les robots le font pas encore. Le feront peut-être un jour. Hein, mais là, c'est une solution alternative, on va dire. C'est une solution de spam un peu plus organisée, mais qui restera du spam et qui fonctionnera, à mon avis, pas. Et d'ailleurs, au travers des métiers de community manager, le responsable des réseaux sociaux, etc., finalement, si on imagine une IA qui automatise un peu des réponses de CM, finalement, on n'est pas très très loin du chatbot et de ce genre de choses. On voit qu'on est loin encore de ce type de techno. Tout le monde avait vu en 2016 HAL de Microsoft, le compte Twitter qui était devenu raciste en moins de 24 heures parce que voilà, il avait reçu plein d'insultes, plein de choses, etc. On voit que... En tout cas, notre métier pour le moment, c'est pas tout de suite qu'on soit remplacé par des IA. Thomas, que tu me confirmes ça? Non. Et puis tu regardes. Après, on peut faire du niveau 0 de support client. C'est généralement ce qu'on fait en disant quelqu'un qui dit j'ai un problème, vous lui envoyez directement le bon numéro de téléphone ou vous le faites passer sur un canal de communication, un Messenger ou un chat ou autre. Pour vous convaincre qu'on en est encore loin, vous pouvez regarder. Alors, on va citer des noms, tant pis, mais. Regardez ce que fait SFR sur Twitter par exemple, le bot SAV. Si vous avez un problème avec SFR, déjà n'ayez pas de problème. Et en plus, n'essayez pas d'avoir de l'info sur Twitter avec leur bot qui vous répond. Voilà, même quand vous dites quelque chose de positif sur SFR, elle peut vous répondre donnez-moi plus d'infos sur votre problème. On embrasse SFR. C'est un peu compliqué. Et en plus, je suis chez eux, hein, donc je connais bien le sujet. Oui, je crois que je t'ai vu râler sur Twitter, non? C'est ça? Sur SFR. C'est possible, et les bots m'ont pas aidé. Hein. Alors, on a évoqué très rapidement tout à l'heure les fake news, mais il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez flippant aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette IA qui a créé un discours de Barack Obama. L'IA a en fait intégré tous les discours vidéo de Barack Obama, donc en tant que président, il en a fait quand même un certain nombre, et a recréé un faux discours d'Obama qu'il n'a jamais prononcé, avec du coup un travail de lip sync sur la bouche et tout, etc. Et il devient de plus en plus compliqué de voir que c'est une vidéo qui a été fabriquée par IA. Et alors ça, c'est une vraie problématique autour des fake news et autour de ce genre de choses, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir besoin d'intelligence artificielle pour savoir si c'est une intelligence artificielle qui a créé la vidéo. Et dans le domaine de l'information et dans le domaine des fake news, c'est une vraie problématique. Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus, peut-être Claude, vas-y. Juste un point, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qui se passe avec les virus et antivirus. Ouais. Et on va clairement là-dessus. C'est-à-dire il y aura de la production d'informations automatisées et il y aura de la détection d'informations automatisées. Mais du coup, on sera dépendant des IA parce que nous, on ne pourra pas savoir. Enfin, ça fait peur quand même. Bon, on n'est pas sorti du sable, hein, franchement, avec ça. D'ailleurs, l'IA de Facebook, c'est super intéressant, mais effectivement, on va passer à un sujet que j'ai découvert en préparant cette conférence et qui a du sens à Nantes parce que c'est un projet qui est développé par énormément de sociétés, mais notamment au travers du CHU de Nantes. C'est ce qu'on appelle les casques neuroconnectés. Alors là, on va
tranquillement et doucement glisser vers des technologies qui sont un peu plus étonnantes, si on peut dire ça. Mais qu'est-ce que c'est un casque neuroconnecté? C'est un casque avec des capteurs sur votre cerveau qui analysent les ondes électriques de votre cerveau, parce que quand vous parlez, quand vous faites une action, etc., ça génère des ondes. Et ce casque peut réussir à isoler certaines ondes et on peut ensuite derrière le mettre sur une action en rapport avec une machine, un ordinateur, etc. Le CHU de Nantes a développé du coup un casque neuroconnecté pour contrôler un avatar du coup par la pensée, parce que ça se passe par la pensée. Il faut savoir que ce sont des technos dans le milieu de la santé qui sont travaillés notamment pour les personnes qui ont besoin d'actionner des prothèses, donc des personnes qui n'ont pas de bras par exemple. On leur développe des technologies qui permettent de contrôler leurs bras en partie avec des fonctionnements par la pensée, donc ça paraît quand même assez dingue. Est-ce que tu peux nous parler du CHU de OnePoint justement et de la centrale au travers justement de ce casque neuroconnecté? En fait, ce projet, il est vraiment génial. Alors, je vous invite tous à venir le vivre vraiment samedi prochain, le 22, à la conciergerie Studio 1115. C'est fou, hein. Où vous allez pouvoir, en fait... Alors, certains vont pouvoir le tester, mais il y a du training, parce qu'il y a un moment donné... on met pas le casque et ça marche pas tout de suite comme ça. On a sélectionné 10 personnes qui s'entraînent déjà depuis longtemps au CHU, et sur lesquelles, parce qu'il y a quand même du temps, et certains sont pas bons, d'autres sont meilleurs. Et ce qui est intéressant dans ce programme, l'année dernière, c'est ceux qu'on l'a déjà vécu, on avait piloté un drone par la pensée. Donc c'était un système de concentration sur des zones, et en fait la concentration sur des zones faisait qu'effectivement on était capable d'aller en fait identifier les ondes alpha, bêta, gamma en termes de fréquence. Tu penses au ciel, le drone décolle, tu penses à l'air, c'est à peu près ça. Non, c'était moins magique que ça. C'était en fait on se concentre sur des zones et les zones on était beaucoup plus basique, simple. On allait chercher des points et on regardait les points, et quand on voyait les points se concentrer, on arrivait avec ça. Là l'expérience elle est folle parce qu'il y a 4 valences. Là où c'est dur, vous avez peut-être vu aussi l'INRIA, Rennes, ils ont piloté une voiture droite-gauche. 2 valences, on commence déjà à pouvoir se concentrer. 4 valences, ça commence à être déjà extrêmement intéressant. Et là, je trouve qu'on passe à pas. Donc vraiment, venez voir samedi prochain, le 22, Studio 1115, la conciergerie à côté. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à travers cette expérience, il y a un vrai travail, moi j'aime bien sur ce sujet-là, où en fait ils travaillent sur les gens qui ont perdu des membres et qui ont encore la douleur, alors qu'ils n'ont plus le membre. Les douleurs fantômes. Les douleurs fantômes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce qu'ils essaient de comprendre, en fait, c'est comment effectivement on arrive quelque part à retravailler sur le cerveau avec des systèmes, alors comme tu dis, haptique, pas haptique, j'ai un casque où je revois le membre, c'est-à-dire on met un casque réalité virtuelle et du coup en réalité augmentée ou pas, on a le membre qui revient, donc le cerveau se recable et ils essaient de travailler sur cette douleur-là, la douleur perdue d'un membre, alors que le cerveau croit qu'il a encore le membre. Donc là, l'idée, c'est que le casque il stimule une partie du cerveau de la personne pour lui dire justement le membre n'est plus là, il n'est plus raison d'y penser. Alors c'est pas capte pas les ondes, mais il envoie des ondes directement au cerveau. Donc la première expérience, c'est comment on arrive à piloter, on va dire une interface, ce qu'on appelle haptique ou pas, à travers la pensée. Donc la pensée devient en fait action-réaction. Alors d'habitude, on est plutôt par le membre. Là, des gens ont dit, j'ai jamais piloté quelque chose par la pensée. Je vous jure que ça marche. Et la deuxième, elle est plus intéressante, c'est qu'elle va essayer de comprendre comment, donc là c'est les neurochirurgiens, comment comprendre effectivement quelles sont les zones qui sont oubliées dans le cerveau lorsqu'on remet, en termes de perception visuelle, olfactive, haptique, un membre que la personne a perdu de membre. Et les douleurs, s'il arrive toujours à les percevoir, etc. En fait, c'est reprogrammer quelque part, pas le cerveau, mais la mémoire du cerveau et le lien entre le cerveau et le membre qu'il n'a plus. C'est quelque chose de passionnant, c'est quasiment unique, et on a la chance d'avoir une équipe, parce que pour faire ça, il faut faire de l'interdisciplinarité. Il faut des gens qui fassent les univers de réalité augmentée, parce qu'il faut que ça soit quand même vrai, sinon si on est comme dans un jeu, on a quand même ce biais qu'on a dit de l'expérience et du protocole. Des neurochirurgiens qui s'essayent de comprendre le cerveau, avec forcément des batteries, on parle de l'électrocéphalographie, mais il y a des IRM, il y a des choses extrêmement complexes, sur lesquelles on n'en est qu'une petite découverte sur la compréhension du cerveau. C'est fascinant, ça se passe à Nantes et on peut être super fiers. Les casques neuroconnectés, les interfaces cerveau-machine, c'est passionnant, vous pouvez en voir plein d'exemples sur YouTube et voir énormément de choses, mais alors il n'y a pas que le CHU qui développe ce genre de choses, parce que notre grand ami Mark Zuckerberg, lui aussi, va présenter l'année prochaine son casque neuroconnecté, alors l'année prochaine peut-être, on verra. Donc ça reste ce qu'on appelle des technologies non invasives.
invasive, c'est-à-dire que c'est un casque qui vient au cuir chevelu récupérer les interférences. On fait de l'invasive aussi au CHU, pour vraiment tout ce qu'on appelle les maladies de dégénérescence, Parkinson, etc. Exactement, et quelqu'un comme Elon Musk, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, avec sa société Neuralink, travaille là aussi des technologies invasives, donc c'est-à-dire que vous avez carrément un truc dans le cerveau, hein, pour être bien clair, c'est assez fou. Donc pour revenir sur Mark Zuckerberg, qui nous regarde, d'ailleurs on le salue, parce qu'on est en direct sur Facebook Live, merci Marco, là il récupère toutes nos datas, on a un système de caméra, hein, tout le monde grille tout ce que vous faites, donc c'est foutu. Donc l'idée de Zuckerberg et de Facebook, c'est de pouvoir penser un texte et qu'il arrive automatiquement sur votre smartphone, hein. L'idée c'est plutôt drôle d'ailleurs, Facebook parle de son postulat de départ et il parle de ce qu'on appelle le phubbing. Donc le phubbing, c'est quand vous êtes en société et que vous êtes sur votre téléphone, donc c'est pas forcément génial. Donc Facebook nous dit c'est vrai que c'est pas forcément très cool en société de regarder son téléphone, donc on va développer une techno pour qu'on puisse être là, penser au texte et qui se génère automatiquement sur un téléphone. Leur volonté, c'est 100 mots par minute à la rédaction, ce qui est 5 fois plus vite que ce que peut faire un humain avec son téléphone. Mais ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous avez envie de connecter votre cerveau à Facebook? Enfin, franchement, ça fait un peu peur, Thomas. Est-ce que tu veux te connecter? Est-ce que tu voudrais mettre un casque de Facebook comme ça qui puisse taper directement sur ton téléphone? Avec grand plaisir. non, mais après, personnellement, j'essaie déjà de me déconnecter depuis un moment, pseudo, etc. Donc non, évidemment non. Mais c'est vrai que ça pose plein de questions. Là, c'est la reconnaissance vocale, c'était déjà une première étape, parce que c'est quand même une donnée biométrique, la voix, avec Google Home, avec tout ça. Vous avez des amis chez vous pour un dîner, est-ce qu'ils sont consentants pour qu'on capte tout? Là, le cerveau, c'est encore autre chose. Et c'est des limites qu'on est... Alors, tu me posais la question, personnellement, non, je suis évidemment pas prêt à ça. Après, pour le côté pratique, pour tout ça, il y a sûrement des gens qui vont suivre. Mais l'ambition de Facebook, c'est aussi que vous puissiez penser en français, mais que si votre interlocuteur est espagnol, il puisse le voir directement en espagnol. Donc il y a une véritable ambition de connecter encore plus les gens, mais avec ce qu'on sait que peut faire Facebook, ça fait quand même un peu peur. Claude, un casque neuroconnecté, oui, non? Alors connecté avec Facebook, non, mais j'aimerais bien avoir Wikipédia dans mon cerveau. Ouais, alors ça, c'est une transition toute trouvée, parce qu'on va parler de ce fameux transhumanisme. On va essayer de se projeter un petit peu, RT si tu veux, un troisième bras. Hein. Alors ça, c'est justement un casque neuroconnecté. Vous pouvez voir, la qualité de l'image est un peu pourrie, mais ça fonctionne quand même. Cette dame n'a aucun problème particulier physique, mais donc on lui développe un troisième bras robot. Donc c'est une structure qu'il y a derrière, et l'idée c'est qu'elle apprenne, c'est hyper cool, hein, tu peux boire un coup pendant que tu tapes à l'ordinateur. Mais donc l'idée, c'est d'apporter ces technologies-là à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et on arrive sur cette thématique qu'on appelle l'augmentation humaine. C'est justement cette symbiose entre l'homme et la technologie et l'intelligence artificielle. Alors je vais pour une fois vous donner une définition, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Wikipédia. Alors tu la voulais dans ta tête, là c'est moi qui vais te la donner. Donc le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Les grands piliers du transhumanisme, c'est l'éradication des maladies, on ne le sait pas forcément trop, mais des personnes comme Zuckerberg ou Musk ou d'autres grands milliardaires investissent des milliards et des milliards pour réussir à in fine, guérir totalement les cancers et les différentes dégénérescences du corps humain. L'un des grands piliers, c'est au travers de ça le recul de la mort. L'idée, c'est de vivre le plus longtemps possible, potentiellement, qui sait, d'identifier le gène du vieillissement et de pouvoir le modifier, puisque ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est justement la symbiose entre la technologie, le corps humain, la médecine, sont un des grands piliers, mais pas que, il y a cette fameuse augmentation humaine. Donc cette symbiose entre l'homme et la machine, parce que ces transhumanistes, ces gens-là, nous donnent le credo qui était celui de Stephen Hawking, qui est celui de Musk, qui nous dit que l'augmentation de ces intelligences artificielles va être exponentielle et que notre seule capacité pour pouvoir survivre dans ce monde futur est justement cette symbiose avec la technologie, sinon on va se faire éradiquer, on va se faire éliminer. Colin, qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de... Ah ouais, c'est un vaste sujet, mais qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de courant et ce genre de mouvement?
Déjà, il y a toute une partie de ces choses-là qui sont inéluctables. D'accord, on peut se débrancher un peu, mais ne serait-ce qu'à cause de la médecine ou parce qu'il y a la médecine, ces choses-là vont arriver. C'est évident que si on réussit à demain mettre des implants, à mettre des petits robots, des micro-robots qui vont être dans le corps et qui vont permettre de traiter un certain nombre de maladies qui limitent la vie ou la qualité de vie des gens, les gens, malgré les difficultés, les dangers, etc., vont dire oui et la société va dire oui. Donc ces choses-là vont arriver. Ensuite, très vite, effectivement, ça va arriver, on va le faire même si les gens ne sont pas malades. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. On prend toute une série de jus, de médicaments dont on n'a absolument pas besoin, mais qui nous assurent qu'on ne sera pas malade plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, de la même manière, on va se faire un certain nombre de choses pour s'améliorer eux-mêmes. Il y aura la pression extérieure. La pression extérieure, c'est si je ne le fais pas moi, les autres le feront. D'accord ? C'est même si nous, en France, on décide qu'on va s'interdire de faire un certain nombre de choses, si on nous explique que la Corée du Nord, elle, le fait, on aura l'air un peu bête de dire oui, mais ça ne fait rien. D'accord, on continue. Ce n'est pas comme si, quelque part, on limite la vitesse à 80 km/h et les Nord-Coréens disent non, nous, on peut continuer jusqu'à 200 km/h. Ça ne nous affecte pas directement. Mais ce genre de choses-là va nous affecter. Donc, il y a un côté un petit peu inéluctable. Il faut ensuite chercher à avoir des garde-fous, surtout à comprendre. Tout à l'heure, Francky, quand tu disais que ce n'est pas que de la science, je crois qu'il y a beaucoup de science qui doit être faite et de sciences humaines pour comprendre beaucoup mieux ce qui est en train de se passer maintenant, pas simplement ce qui va se passer dans 20 ans. Voilà, c'est ça les enjeux. Je suis ni pour ni contre. Je sais que ça va arriver et je crois qu'il faut s'y préparer. Et pour revenir sur la différence entre le positionnement de l'Europe, des États-Unis et notamment des Chinois, on sait que les Chinois, ils n'ont pas du tout les problématiques éthiques que nous, on a en tant qu'Européens, ce qui leur permet d'avancer quand même relativement fort. Je sais que tu n'es pas exactement d'accord avec ça, mais bon, quand même, sur tout ce qui est biotechnologie, il y a un sondage qui est sorti il y a 1 an et demi, en gros, qui demandait aux Chinois si demain, on pouvait faire en sorte que leur enfant fasse 1m80 ou fasse qu'il ait les cheveux blonds, etc. Est-ce qu'ils seraient d'accord avec ça ? 51% de la population chinoise est d'accord avec ça. Donc c'est-à-dire que déjà on a franchi un palier dans l'acceptation de pouvoir s'auto-modifier le plus possible. Qu'est-ce que ça t'inspire, Francky, Claude, peut-être ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ça te fait peur ? Est-ce que c'est inéluctable ? Je pense qu'il faut qu'on repose le commun de ce qu'est la condition humaine aujourd'hui, quoi. Je reviens juste sur un point tout à l'heure. Enfin, c'est le robot qui devient plus humain ou l'humain qui devient plus robot. Donc on est sur des points de convergence là. Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Il y a les deux débats, il y a deux sujets qui évoluent l'un côté de l'autre. Je reviens juste sur un point tout à l'heure qu'on a un peu oublié quand même. C'est il y a eu à un moment donné la volonté de poser la notion de personnalité juridique au niveau des robots. Et on en parlait cet après-midi avec certains, c'est assez intéressant comme débat. Ça veut dire que si on donne la personnalité juridique, pour tous les sujets, pour tout ce qui est le véhicule autonome demain, il y a un accident qui est responsable, c'est le robot. Super. Mais ça veut dire que si on rentre dans ce débat-là, on rentre dans le robot, il aura des droits et des devoirs, comme toute personnalité juridique. Il va falloir le payer, il y aura peut-être des congés. On rentre dans cette notion-là. Quand je dis il faut qu'on arrive à préserver ce commun qui est aujourd'hui la condition humaine, il faut pas qu'on en arrive à ça. C'est une folie, c'est une hérésie de se dire qu'à un moment donné, on va donner la personnalité juridique à un robot. C'est fou. Pourtant, le sujet a été porté au débat. Tant mieux. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a eu du lobbying, on ne sait pas européen. Bref. Du lobbying, non, ça n'arrive jamais, ça. Jamais. Mais il y a quand même un sujet qui est quand même assez intéressant. Pour revenir sur cette question, malheureusement, je pense que Colin, il a un peu raison. Et c'est malheureusement. C'est-à-dire que je crois que ça arrive progressivement. Alors, quelle va être la vitesse ? Parce que justement, à l'échelle mondiale, on n'a pas la même perception sur ce que doit être la condition humaine et ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Il y a du bon dans le transhumanisme. Attention, il y a du bon dans le premier niveau du transhumanisme. C'est-à-dire comment aujourd'hui on augmente l'homme pour justement éviter la pénibilité, le mal de dos, l'augmentation des rétines. Mais non, imagine si on commence à avoir des nanotechnologies, les rétines, on aura une puissance de vision qui est juste dingue. Et on est capable de le faire déjà. Alors que naturellement, si vous regardez, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais la rétine, en termes de pixels, c'est tout petit, on n'est rien, alors qu'on est capable de faire des x10, x100. Et ça peut avoir du bon, de voir loin. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça peut avoir du bon. Après, ce qu'il faut, c'est justement trouver où quelle est cette limite de la condition humaine. La mort de la mort, j'y crois pas. Enfin, je crois pas que ça soit une bonne chose pour ce qui est aujourd'hui la condition humaine. Et la quête des transhumanistes, c'est ça. C'est la mort de la mort.
L'un des Donc patrons, on n'est plus humain, au final. l'un des patrons de Google est persuadé qu'il vivra 150 ans. Il dépense des milliards et des milliards là-dessus. Alors je ne sais pas quel âge il a, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais ça pose plusieurs problématiques. Alors parlons de ces différents types d'IA. Souvent, les spécialistes classent les IA en 4 catégories. Donc l'IA de type 1, qui étaient les premières IA qu'on a connues avec les premiers algorithmes. Les IA de type 2, c'est a priori ce qu'on a actuellement. L'IA de type 3 serait une IA avec une intelligence au moins égale à l'intelligence humaine. Et ensuite, les gars se projettent sur une IA de type 4, ce qu'on appelle vraiment une IA forte, avec même potentiellement une forme de conscience. Et c'est dans ce type d'IA et dans ce type de scénario qu'on a les problématiques des IA qui pourraient peut-être nous éradiquer. Claude, un mot là-dessus. Est-ce que la catégorisation est bonne? Et est-ce qu'on peut imaginer, certains disent qu'en 2030, en 2040, on pourra avoir déjà des IA de type 3, donc qui auront des capacités égales au cerveau humain. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Est-ce qu'on ne sait pas? Non, on ne sait pas. Non, on ne peut pas dire ça de manière formelle. Beaucoup le disent. Après, il y en a beaucoup qui disaient qu'on irait dans les étoiles en 2020 aussi. Bon, on n'ira pas. Donc c'est totalement absurde. Il n'y a absolument rien actuellement dans les labos qui permettent de penser qu'on aura une intelligence forte dans ces délais-là. Maintenant, peut-être que demain, il y a quelque chose qui va être découvert et je vous dirai, ah oui, maintenant, on y va. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. L'un des éléments que j'ai trouvé les plus marquants sur justement une vraie intelligence, c'était une démo de DeepMind où en fait on a un jeu de casse-briques, donc les vieux jeux où on casse des briques avec une balle qu'on fait rebondir, et où effectivement la machine n'a rien au départ à part elle sait voir la balle, elle sait qu'elle gagne des points, enfin son objectif c'est d'augmenter son score. Et effectivement la machine apprend et finit par faire envoyer sa balle au milieu et pour que la balle passe derrière et avoir le maximum de score. Mais là, on a en fait très peu de variables à prendre en compte. Au jeu de Go, il y a 250 coups possibles, ou quelque chose comme ça. Donc, ok, on a déjà beaucoup plus de variables. C'est super, la machine est arrivée. La machine a perdu, je ne sais plus à quel jeu de rôle, parce que là, on arrive à quelques milliers de variables. Mais dans la vie de tous les jours, c'est indénombrable, le nombre de variables. Donc, imaginez une machine qui arrive à faire ça. En fait, c'est une machine qui est capable de modéliser un nombre indénombrable, donc on ne sait pas combien il y en a, ça peut être des milliards, de variables pour arriver à évoluer. Donc, actuellement, on ne sait pas faire, tout simplement. Donc on n'en est pas encore, hein. Évidemment on en est très très loin, on a du mal évidemment à le concevoir. Néanmoins, au travers de l'évolution des algorithmes, on peut facilement imaginer la place que vont continuer à prendre ces algorithmes dans la gestion de la société de manière générale. Et ça, on peut éventuellement s'en inquiéter. Colin, je pense que tu voulais intervenir sur ce sujet. Je veux déjà intervenir, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait il y a débat. d'accord. Moi, première chose, c'est que scientifiquement, rien ne s'y oppose. D'accord. Technologiquement, c'est différent, mais scientifiquement, c'est dans les gènes de l'informatique. C'est-à-dire, je suis persuadé que simplement, dans l'invention géniale de M. Turing, eh ben, quelque part, la capacité de la machine à se modifier elle-même et donc à devenir une autre machine, elle existe. Ensuite, les progrès sont spectaculaires. On est très très loin de l'informatique, de l'IA générale, mais la quantité de moyens qui sont aujourd'hui en train d'être mis est extraordinaire. Je ne suis pas très sûr qu'on ait beaucoup d'autres efforts d'intelligence humaine qui sont à la taille, à la mesure de ce qui est en train d'être fait. Les budgets que les Américains, en particulier le secteur militaire, sont en train de mettre sur la table sur les prochaines années sont juste énormes. Ce n'est pas les mêmes budgets que pour la conquête spatiale. On est vraiment à une échelle au-delà. C'est les budgets des entreprises, c'est les budgets effectivement vous prenez les 10 personnes les plus riches de la planète, mais 8 d'entre eux sont en train de mettre tout leur argent là-dedans. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui, pour la première fois dans l'histoire, sont scientifiquement en train de se dire « et si je mettais mon pognon pour être immortel ?» C'est complètement ça, c'est complètement le but d'ailleurs avaient le droit. Des GAFA. Je suis pas sûr qu'ils veulent que tout le monde soit immortel. Ah, surtout pas. Mais par contre, quelque part, eux disent, certains parmi eux, d'accord, ont cette ambition-là. C'est une ambition nouvelle qui n'a jamais existé. D'accord, et qui est scientifique, c'est-à-dire qui n'est pas totalement délurée, elle est basée sur un certain raisonnement, en train de dire, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai peut-être intérêt à le tenter parce que ça vaut le coup de le tenter, et personne ne va leur dire, c'est ridicule de le tenter. Les gens peuvent se dire, c'est dangereux de le tenter, d'accord, mais c'est pas ridicule.
Et non, mais c'est intéressant justement d'avoir un point de vue différent, et un certain nombre pensent comme toi et sont un petit peu des lanceurs d'alerte sur ces thématiques-là, de la manière dont justement les IA vont prendre un petit peu nos vies en otage. Et voilà, pour revenir sur la thématique des algorithmes, ça on sait que c'est extrêmement présent, que ça régit la société et que ça va être le cas de plus en plus, pas pour revenir que sur les Chinois, mais vous savez, qui donnent des notes aux gens, les systèmes de banque c'est la même chose, quand on utilise une application c'est un algorithme qui nous dit d'aller à droite ou à gauche. La surconnexion de tous ces objets-là et de tout ce système va finalement nous rendre dépendants en termes de choix des algorithmes, et finalement notre capacité à prendre du recul, à savoir analyser une situation, s'amenuise au fur et à mesure, et on devient un petit peu dépendant de ces algorithmes. Et encore, on parle de nous, on a vécu l'avant Internet, on a vécu ce genre de choses. Qu'est-ce que ça va être pour la jeune génération qui arrive, qui est née déjà avec son smartphone? Je sais pas quel est ce groupe, je sais pas quel est ce machin, je clique, c'est automatique, on ne réfléchit plus. Il y a un véritable enjeu là-dessus en termes de débat public et en termes d'éthique sur la manière dont on va devenir dépendant de ces algorithmes. Ah, je vous ai cloué le bec là. Hein. Non, je plaisante. Non, je crois que là, là je suis d'accord sur ce point-là. C'est fuite en avant de aujourd'hui. Notre quotidien est dicté par des prises de décision qui sont pas, on va dire, qui seront toujours accompagnés par des éléments digitaux dématérialisés. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule décision qui n'est pas prise sans qu'il y ait un amas de données interprétées ou pas qui soit effectivement alimenté. Donc, et tu as raison, il y a 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Donc là, on est sur un gouffre de rapidité, d'accélération qui est juste incroyable et qui touche tout. C'est cette science des data que certains appellent le dataïsme, qui est vraiment une religion autour des data, qui pour certains deviendront un point névralgique de notre société de par l'évolution exponentielle des technologies. Colin, tu veux intervenir là-dessus? Je vais encore être un petit peu pessimiste, mais je voudrais juste être optimiste de secondes. Je fais de l'IA pour de l'éducation, je trouve que c'est génial, d'accord. On peut aujourd'hui utiliser, donc il y a beaucoup de choses positives, et je ne vais pas faire passer beaucoup trop de messages négatifs, mais en même temps, on peut faire des trucs très bien, c'est aussi ce que disait Francky tout à l'heure. Alors néanmoins, sur le truc négatif, on a utilisé un mot qui me plaît, c'est les IA. En fait, souvent on utilise l'IA. Et dans l'IA, le truc qui me fait le plus peur, c'est le L'. D'accord ? C'est le fait que quelque part, il y en ait une. Déjà, aujourd'hui, on dit les GAFA, et c'est presque rassurant qu'il soit 5, d'accord ? Parce qu'il y a un M à rajouter. D'ailleurs, ce serait encore pire. Ça pourrait être pire s'il n'y en avait qu'une. D'accord ? Là, on serait vraiment très, très mal. Alors, ça veut dire quoi, l'IA avec un L'? Et là, il y a un très joli exemple dans le bouquin de Harari, là, mon tour de faire la recommandation. D'accord ? Que je vous conseille ainsi, cette thématique-là, c'est absolument passionnant. Et son argument, c'est retour de Waze là-dessus. Et donc, il dit que pour l'instant, quand vous utilisez Waze, vous branchez, vous dites « je veux aller de là à là », et puis Waze vous choisit le meilleur chemin, le chemin le plus rapide. Mais avec de plus en plus de gens qui utilisent Waze, on peut imaginer que Waze pourrait se dire « c'est idiot que je renvoie tout le monde par cette route que je vais donc saturer, donc lui, au contraire, je vais l'envoyer par cet autre chemin-là ». Et donc, je commence à devenir, au lieu d'être des IA, c'est-à-dire chacun sa petite IA sur son petit Waze, d'avoir une IA centralisée qui finalement organise le parcours de chacun, donc la vie de chacun d'entre nous. Donc certains prendraient les boulevards, d'autres prendraient le périphérique, d'autres, on leur dirait, prends pas la voiture, tu prends. Donc on vous organiserait la vie, et ce serait très bien pour tout le monde, puisque probablement on serait en plus en train de régler des problèmes de changement climatique ou des choses comme ça. Donc ça interpelle, parce que ça, c'est en train d'arriver. D'accord, cette idée de l'IA, d'accord, et pas des IA, qui centralise et qui finalement essaye d'aider beaucoup de gens par l'interconnexion des datas. Thomas. Ouais, non, je vais juste rebondir là-dessus en disant, c'est un petit peu le mythe des machines d'Asimov au final qui contrôlent la production, la vie des gens, etc. et qui au final fonctionnent entre elles pour un bien commun ou pas. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment lequel. Ça dépend qui les aura programmés. Oui, par exemple. Voilà, ça dépend ce qu'on lui met en entrée, forcément, en lui disant il faut optimiser telle et telle chose, tu te débrouilles pour le faire. Et c'est vrai que ce côté dataïsme, comme tu disais, c'est des mots compliqués, mais la gouvernementalité algorithmique, si vous voulez chercher un petit peu, Antoine Trouvera là-dessus qui travaille, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, qui explique comment finalement la data régit tout, mais gouverne, on ne sait plus qui gouverne finalement. Où c'est
est complètement dématérialisé, ou pour Waze, on se doute que c'est peut-être Waze, mais en fait, c'est peut-être que l'algo qui, lui, va prendre ses décisions de plus en plus. Pour les services publics aussi, pourquoi pas pour l'attribution de certaines choses, sur la justice prédictive, etc. Et au final, on a l'impression que c'est simplement des algorithmes. Voilà, en plus, c'est pas palpable, donc on comprend pas très bien ce que ça peut être, même si là, on comprend un peu mieux, je pense. J'espère. On verra. Mais voilà, en tout cas, avec des algorithmes, quelque chose de dématérialisé comme ça qui va guider nos vies sans qu'on s'en rende compte, par petites touches. Et si c'est par petites touches et en plus centralisé, c'est vrai que ça peut poser quelques soucis. J'ai une dernière question, ensuite on va conclure. Je te laisse intervenir, Francky. Juste sur la gouvernance, je pense que tu as mis le doigt exactement sur ce qu'il faut. Et malheureusement, je pense que qui gouverne, c'est les usages. Et il n'y a rien de plus flou et plus dur pour essayer de définir justement quelque chose qui soit dans l'éthique, dans le durable, que les usages, puisque les usages chez nous. Et nous, en fait, on va à ce qui est le plus efficient, ce qui nous va le plus... Waze, c'en est le bon exemple. Il y a un moment donné, Waze, personne ne peut contrôler Waze. Parce qu'on est juste les premiers aliments, on alimente la machine à cache, et à chaque fois, la cache au sens cache-usage, et on remet des pièces parce qu'on aime ça, quoi. Parce que c'est bien, parce qu'effectivement, c'est... Donc, le problème de la gouvernance, c'est que justement, il n'y a pas de gouvernance possible, contrôlable, lorsque les usages priment. Et justement, est-ce que tu crois que tous ces usages, qui sont évidemment plus faciles, plus simples, ça fluidifie, etc., malgré tout, ça pose des grandes questions politiques, tu l'as abordé tout à l'heure, et on parle gouvernance, donc c'est aussi le sujet. Est-ce qu'on manque pas peut-être d'un peu d'éducation là-dessus pour se dire, on prend nos décisions vraiment, évidemment, c'est plus facile, je suis d'accord, mais ça implique beaucoup de choses derrière qui sont peut-être... Bon, là, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'au niveau, justement, toi, avec ton ressenti au niveau métropole, qu'est-ce que tu ressens, ça, au niveau du grand public, finalement, parce que c'est ce qui nous intéresse? C'est exactement ce que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure avec les données d'intérêt général. Je me suis peut-être mal expliqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, tout à chacun, on puisse se dire, OK, individuellement, le service, j'alimente peut-être un système global. Le service, il m'est très très favorable. Par contre, il est extrêmement dommageable pour ce que j'appelle le commun, la ville. Waze, on le voit bien aujourd'hui. Nous, on aimerait bien travailler avec Waze de façon plus intelligente. C'est pas facile. Il y en a qui le font. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je crois que sur un exemple comme Waze, on est tous en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va peut-être passer sur des endroits dans lesquels il y a une école, dans lesquels le plan de déplacement de la ville, il n'a pas été prévu, mais parce que moi, utilisateur, c'est pas Waze, c'est nous. Parce que moi, utilisateur, ce service, je l'aime bien, je vais plus vite, j'ai moins d'embouteillage, je le suis comme un petit chien. Et c'est normal, on n'a pas la perception, mais la perception globale qu'on a nous derrière, c'est que malheureusement, les usages vont faire en sorte que nos enfants, ils auront des risques, parce que cette rue, elle n'a pas été prévue pour qu'il y ait 40 véhicules à la minute, et puis surtout pas à 8h30, et puis en plus, il y a le camion poubelle qui passe, donc il crée un autre flux, et puis ça dévore, et tout ça, c'est nous les responsables. Donc le problème de la gouvernance, c'est un problème complexe, au sens complexitude, et sur lesquels on n'a pas de solution parce que c'est nous qui alimentation, c'est des régulations. Qui alimentons, pardon, je suis fatigué. Et alors, on parle beaucoup. C'est des régulations. Dernière question. Mais après... je ne suis pas du tout moralisateur, parce que moi aussi j'utilise Waze, attention. L'idée c'est qu'il faut qu'on prenne juste conscience de cette logique-là, qu'en fait on est en train d'alimenter ce dataïsme sans vouloir le savoir, et en fait on aime ça et on en redemande. C'est presque une drogue, mais qui est une drogue vachement insigneuse, on n'a même pas l'impression. Qu'est-ce qu'on dit, je ne sais pas si vous avez des enfants, messieurs, qu'est-ce qu'on dit à ces enfants qui ont 3, 5, 6, 10 ans sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que je lis qu'il faut apprendre à coder aux enfants parce que le code et la notion informatique va prendre une place absolument centrale dans notre société? Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai du mal à me positionner là-dessus, mais qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes enfants sur l'intelligence artificielle et sur la place qu'elle va prendre dans notre société? Francky, tu as des enfants. Colin, tu travailles des projets justement pour, au travers de l'IA, apprendre aux jeunes, etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants? Chacun un mot peut-être là-dessus pour conclure. Ouais, facilement, enfin, pour moi c'est clair, il faut enseigner ces choses-là, il faut enseigner le code aux enfants ou le faire enseigner, et donc il faut que les enseignants apprennent eux-mêmes pour pouvoir l'enseigner, parce que ça va être la clé d'interprétation de ce qui va se passer. Bien entendu, pas seul, il faut ensuite toutes les sciences humaines, mais quelque part comprendre comment ça marche, c'est pas simplement je sais cliquer sur les boutons, c'est je sais moi-même écrire quelques lignes de code et je vois ce qu'il y a derrière. Pour toi, indispensable d'apprendre à coder aux enfants. Claude, un mot là-dessus, sur qu'est-ce qu'on dit aux jeunes générations avec les signaux qu'on voit, quelle info on leur donne? Déjà, pour ce qui est de la programmation, moi j'ai mis mon gamin à Scratch, donc effectivement, voilà, je l'ai mis à la programmation, mais il a donc 9 ans. À 9 ans, je lui explique qu'effectivement, l'IA, il y a des dangers dans l'IA. Et donc, à la fois, je ne suis pas d'accord, on n'a pas le même point de vue sur l'avenir, mais il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est que si ça arrive, nous serons en danger.
Donc même à 9 ans, il n'y a pas de raison de ne pas expliquer ça à des enfants et d'expliquer que pour l'instant, on est sur des applications qui peuvent les rendre accros. Donc là, en revanche, je ne le laisse pas jouer avec ça. Avec une PlayStation, il n'en a même pas pour lui expliquer ça. Mais en revanche, entre le moment où on a cette IA qui nous rend dépendants déjà maintenant et le moment où on ira vers une IA qui peut prendre un peu le pouvoir, voilà, il y a un espace, mais à 9 ans déjà, ça s'explique. Thomas, et puis Francky ensuite pour conclure. Bah moi, ils sont encore un petit peu jeunes, mais alors, je comprends très bien les arguments. Cela dit, c'est pas spécialement le code et les lignes de code. Moi, je pense qu'il faut faire passer. C'est plutôt la façon de raisonner. Moi, je suis pas codeur et je suis pas universitaire et spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est plus une façon de penser, une façon de découvrir et de faire. On a des ateliers, nous d'ailleurs, dans le Nord, des gens qui font ça très bien, apprendre à faire bouger un robot à des enfants à partir de 4 ans ou 5 ans. Et voilà, c'est plus dans l'état d'esprit. Voilà, un état d'esprit. Et après, évidemment, le code pur et dur quand ils sont capables de le faire. Mais surtout cet état d'esprit à renforcer avec les humanités. Et Francky, pour conclure, toi tu es papa, tu as des enfants. Francky, qu'est-ce que tu leur dis ? Ouais. Bah moi sur l'IA, je leur dis pas grand-chose, parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis il faut pas trop non plus les stresser sur l'après. Donc qui vivent effectivement tranquillou. C'est sur les usages. On est tous en train de... on est les premiers, effectivement. Donc en fait, on leur dit pas grand-chose, quoi. Limiter les usages, ça c'est évident, et plutôt garder toujours l'esprit critique, ça c'est vraiment plutôt cultiver cette analyse d'esprit critique. Sur les usages, on est les premiers, de toute façon, effectivement, il faut qu'on réserve des temps qui sont importants, mais on ne va pas se mentir. Nous aussi, on n'est pas des bons élèves, on est tous en train de leur montrer ce qu'il ne faut pas faire, et malheureusement, on le fait aussi devant eux. Donc il faut accepter, et c'est pas non... Enfin, je veux dire, moi je reste assez humble et assez pragmatique là-dessus. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout écrire. Il faut juste leur garder l'esprit critique et l'analyse critique sur ces enjeux-là. Et puis, à 8-9 ans, on va les laisser un petit peu vivre tranquillement. Mais il faut qu'ils décrochent de temps en temps. Il faut décrocher de temps en temps. Ce qui va être difficile, là. Même nous, on a du mal à le faire. Donc, ça va être délicat. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions pour mes invités. Si c'est le cas, vous pouvez lever la main. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions, parce qu'on a quand même... traverser pas mal de sujets particuliers. Souvent, les gens sont un peu... Je vous en prie, monsieur. Et ben voilà, très bien. Alors, j'ai un micro. Si vous pouvez apporter le micro à monsieur. Ou alors, merci Léo. Et alors, juste avant de vous donner la parole, monsieur, je vais dire un petit mot très rapidement pour vous annoncer la prochaine thématique de l'apéro numérique. On parlera d'un sujet complètement différent, mais qui touche les réseaux sociaux de manière assez forte ces derniers temps. C'est les influenceurs, ces fameux influenceurs qu'on connaît au travers d'Instagram, de YouTube, etc. Et on se posera la question de savoir si c'est la fin de l'arnaque, enfin, des influenceurs. Exactement, ça aurait pu tout à fait être un titre à toi, donc une thématique complètement différente, mais avec énormément de sujets. Et là, le vrai fond de cette conférence sera de mettre en avant une vraie stratégie d'influence sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible ou pas, avec des invités que je me ferai plaisir de trouver d'ici là. En tout cas, c'est la prochaine thématique, parce qu'évidemment, je ne les connais pas encore. Je vous en prie, monsieur, merci, et je vous en prie pour votre question. Oui, moi je voudrais revenir sur les dernières interventions, notamment de Francky et de Colin. Il me semblait qu'il y avait un désaccord. Si j'ai bien compris, Francky disait que ce sont les usages qui alimentent les algorithmes. Et Colin disait qu'il y a peut-être une super intelligence qui pilote les autres intelligences artificielles comme un Big Brother. On pourrait prendre cette comparaison. Moi, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que, à force de produire des algorithmes à partir des usages, on n'aboutirait pas un jour à ce que les comportements soient modélisés et qu'on uniformise les comportements humains au point que les algorithmes n'auraient plus rien à faire? Non, on ne va pas uniformiser, ça va être le contraire. C'est ce qu'on voit en ce moment. On est au contraire en train de les séparer de plus en plus. Alors je recommande, j'imagine que ça sera traduit en français rapidement, toujours Harari, un article en anglais samedi pour expliquer comment le libre arbitre a disparu à cause des algorithmes. D'accord ? Et c'est juste absolument extraordinaire, en train d'expliquer comment vous allez être alimenté d'articles qui sont en train de vous dire que Trump c'est vraiment le diable, c'est quelque chose d'horreur, et votre voisin, lui, reçoit tous les articles qui démontrent qu'il n'y a aucun doute et que c'est à cause de l'immigration qu'on a les plus gros problèmes possibles.
Donc on est en train d'être alimenté par ces algorithmes de choses dans lesquelles on croit déjà, juste de plus en plus. Et donc au lieu de s'uniformiser, et c'est ce qu'on voit sur les débats politiques aux États-Unis, et ça avait encore commencé avec le Brexit, c'est une séparation de plus en plus violente. Je n'ai pas dit qu'il y a Big Brother maintenant, je dis simplement que les technos sont en train de se mettre en place, et typiquement celle-là, pour dire que ce ne sont pas les usages, mais que nos usages sont justement en train d'être transformés ou au moins exacerbés par les algorithmes. Si vous avez d'autres questions, alors moi ce que je vais vous proposer, il y a des milliards de questions, donc là il y a deux solutions, soit on prend la question de tout le monde, soit on continue tout ça autour d'un verre. Allez, on va prendre deux questions encore, je t'en prie, vas-y. Bonjour, moi je voulais parler du RGPD tout à l'heure, Bien sûr. De la collection de données à l'échelle française, européenne ou internationale. Et je voulais savoir ce que nos invités pensaient du Privacy Shield. Et si on parlait des sanctions tout à l'heure sur les entreprises qui utiliseraient les données de façon mauvaise, on va dire. Et pour autant, les GAFA, en règle générale, ont des espèces de passe-droit sur l'utilisation des données des utilisateurs, en règle générale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'au niveau éthique, là-dessus, on est très différents, que ce soit côté états-unien ou côté européen. Et je voulais savoir ce que nos invités en pensaient. Messieurs, ben c'est vrai que c'est très délicat, c'est tellement de plus en plus présent dans le quotidien que ça fait peur, quoi. Enfin, cette dominance. C'est un peu ce que disait Colin tout à l'heure aussi, c'est que les GAFA, de toute façon, même s'ils ne font pas exactement dans les lignes idéales, en tout cas, ou comme les Européens le font, elles auront une armée d'avocats pour se débrouiller et elles vont prendre le temps. Aujourd'hui, il y a des sanctions prévues qui sont lourdes. Aujourd'hui, c'est une question aussi d'interprétation du règlement. Alors, interprétation locale, déjà Europe pour l'Europe, en plus interprétation de l'Europe et des États-Unis. Pour l'instant, ça reste assez flou et les GAFA ont le temps de s'organiser. Et Facebook a pour l'instant pas tout mis en place parfaitement, en tout cas pas comme certaines boîtes européennes le font. Et ça reste encore, à mon avis, alors je sais pas si vous avez plus de ressenti là-dessus, mais pour moi, ça reste encore assez flou. C'est compliqué. Une dernière question peut-être, voilà, le jeune homme en marinière. Magnifique. Merci. Encore une autre après, ça marche. J'avais une question concernant justement en fait le combat entre dépendance et écologie, avec le fait que en fait quand on utilise Waze, quand on utilise Waze, en fait, on peut régler certains problèmes écologiques dus à la régularisation du trafic. Mais on a aussi soulevé la question en utilisant Waze, on devient plus dépendant d'un seul et même algorithme. Et en fait, comment est-ce qu'on pourrait régler le combat entre dépendance et écologie? Comment on pourrait concilier en fait écologie sans être dépendant en fait d'un algorithme? Alors moi je suis pas un spécialiste du sujet, je te laisse répondre après, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas sorti du sable avec l'écologie parce que toutes ces technologies elles génèrent énormément de choses, d'argent, de carburants divers et variés et qu'on ne respecte pas des masses la planète avec tout ça. On n'a pas parlé de la conquête du cosmos aussi et de partir dans les étoiles pour trouver des exoplanètes où on peut habiter parce qu'on est quand même en train de bousiller notre planète. Claude, tu veux répondre sur cette thématique de l'écologie? En fait, par rapport au numérique, on est actuellement dans un état où justement on est très proche des catastrophes écologiques dont on a parlé beaucoup avant et qui ont donné lieu à beaucoup de mouvements qui sont pas forcément très efficaces, mais au moins il y a des choses qui bougent. Mais le numérique, on a de la désertification des gens qui ne sont pas dans le numérique, désertification des gens pour lesquels produire une information n'est pas rentable. Actuellement, quand on produit une info pour le national, ok, ça va, mais produire une info pour un petit village, ce n'est plus rentable, plus personne ne le fait. Donc la désertification, on est en plein dedans. La pollution avec les fake news, on a vu, c'est une catastrophe. Et j'en parle avec d'autant plus de connaissances que j'ai une technologie qui me permettrait de polluer de manière massive le web. On est sur des problématiques qui sont en fait tellement proches de ce qu'on a en écologique. Moi, de toute façon, il n'y a pas de solution simple. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un équivalent de la COP 21 et tout ça, qui se fasse pour le numérique. Parce qu'on a vraiment les mêmes types de problématiques et ça ne peut pas se faire de manière autonome. Il faut réunir les pays, il faut réunir les grands industriels du domaine, il faut réunir des chercheurs, des gens qui s'y connaissent. Et il faut réfléchir tous ensemble. On n'y arrivera pas si on n'a pas un mouvement de ce type-là.
C'est des enjeux pour les prochaines années. Une dernière question. Alors, mademoiselle à gauche avec le pull bleu avait levé la main tout à l'heure, hein, je m'excuse. Et puis après, on va aller boire un coup parce que nous, moi j'ai un peu soif. Hein, je ne sais pas pour vous, mais... Mademoiselle. Alors du coup, ma question, c'est que en sachant qu'on se rapproche de plus Parle en bien, plus... parle bien dans ton micro, ouais. Qu'on se rapproche de plus en plus de Minority Reports ou des choses qui sont assez tendancieuses au niveau du numérique. Comme j'avais noté la liste dans mon portable, je vais regarder. Alors, parle bien fort dans ton micro parce qu'on t'entend pas super bien sur scène. La fin d'une neutralité du net ou des choses comme ça, en sachant que la quadrature du net a lâché vachement le morceau avec tous les politiques qui ne s'y connaissent pas, mais qui font entre guillemets du jeunisme. Est-ce que nous, citoyens, on peut y remédier? Sur la neutralité du net? Non, à peu près sur tout ce qui est la sensibilité de tout ce qui est numérique. Parce qu'on parle beaucoup de data, mais ils ne font pas forcément de l'open source. Et on ne peut pas forcément contrôler tout ça. C'est sûr qu'il y a des enjeux divers et variés. Colin, peut-être, ou Francky, je t'en prie, vas-y, carrément. Moi, je pense qu'on a un bon exemple, en tout cas sur l'IA. On a un comité éthique national qui est mis en place et qui est porté effectivement aujourd'hui par un collège de scientifiques, hein, qui est déjà c'est pas une solution, mais c'est une des solutions. Je pense qu'il faut aussi qu'on mette des comités éthiques lorsqu'il y a besoin. On parle de la vidéosurveillance à un moment donné. Par exemple, à Nantes, on a mis un comité éthique qui est complètement en fait porté par un groupement divers et varié de représentations de sensibilité dans lesquels on a mis, encore une fois, à l'échelle d'un périmètre, comme vous dites, pour que le citoyen se réengage dans aujourd'hui. Ça veut dire quoi la télésurveillance? Les données, elles sont où? Quelle est effectivement aujourd'hui, moi, ma liberté de déambuler dans l'espace public? Je pense qu'il faut qu'on pose ces questions-là, soit au national, comité éthique de l'IA, soit au niveau territorial, effectivement, on met des caméras à Nantes, bah oui, avec Joan Orland, on a dit, bah ça, on va mettre un comité éthique, et dans lequel on n'est pas forcément présent, nous les politiques. Vous avez raison, ces enjeux-là, à tous les niveaux, il faut poser à un moment donné le bon maillon pour qu'on est sûr qu'on ait ce garant, on va dire, des libertés individuelles de tout à chacun. Et quels que soient les sujets, il ne faut pas qu'on ait une solution unique. J'y n'y crois pas. Merci à tous et puis à très vite. Je vous propose d'aller boire un verre maintenant, ça va être très bien. Merci au Ferrailleur pour cet accueil. Merci Francky, merci. Oui. Applaudissez-moi à fond. Ouais.